Hey, on est en direct? Yeah. Bonjour Facebook. Allô maman? Maman n'a toujours pas Facebook. Hey, bienvenue au podcast Les Faiseux. 10e épisode quand même. Ça se fête. Je regarde par là parce qu'il y a déjà notre animateur vedette là, qui est prêt. Là, il est sur les starting blocks. Ben, comme d'habitude, hein, je vous rappelle, on est en direct de l'éphémère. C'est le podcast Les Faiseux, le podcast qui vous raconte tout. Vous pouvez venir assister tous les mardis là, si vous ne voyez pas ça en direct. Mais même si vous voyez en direct et que vous habitez dans Schlag, sors de chez toi, viens-t'en. C'est fini l'hiver, là, les routes sont dégagées, viens-t'en. On t'attend au 4262 Ontario. Puis sinon, toutes les autres semaines où vous pouvez nous regarder sur Facebook, sur YouTube et bien sûr avec notre animateur vedette, le beau, le sémillant même, Éric Raconteur Gagné. Ah, merci Jocelyn, monsieur éphémère lui-même et toute son équipe. Alors, abonne-toi, on va mettre les choses après. Alors, bonsoir tout le monde, un classique. Quel épisode on est rendu, les amis? Oh, mon Dieu, demoiselle, tu sais plus que moi. 10e épisode, vraiment cool. Je suis tout le temps content de me retrouver ici, assis à l'éphémère, cet endroit merveilleux avec toute la gang. Et bien sûr, comme à chaque semaine, je vais expliquer un peu le pourquoi du comment de ce podcast. C'est que j'avais envie de parler des gens qui non seulement ont des passions, mais qui amènent leur passion plus haut qu'un hobby. C'est des gens qui mettent la tête sur la bûche de la vie, qui prennent des décisions, puis qui font ce qu'ils aiment dans la vie à temps plein. C'est ça qu'ils font, c'est ça qu'ils font dans la vie. Fait que aujourd'hui, en passant, encore une fois, j'ai les bouteilles d'en face. J'ai tout le temps l'air d'un alcoolique quand je m'assieds ici, mais j'ai pas le choix de les nommer parce que ils font partie de la raison de notre présence ici. Nos commanditaires, fiers commanditaires, dont Cassine, la cidrerie Cassine de Frédéricsburg. Et comme dirait si bien Anthony Bourdin, Cassine, better with foie gras et crème brûlée. Et voilà. Et bien sûr, on a aussi la bière de l'avant-garde qui sont toujours présents et qui nous aident aussi. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je retrouve quelqu'un que j'avais perdu de vue, mais que je suis tellement content de retrouver parce que c'est quelqu'un d'assez incroyable. Il a tout un parcours et il va nous raconter ses aventures. Je suis déjà bien mort de rire. Alors, sur un tollé d'applaudissements, veuillez accueillir l'incroyable faiseux Mériole Lehmann. Non, je voulais être sûr d'avoir la bonne prononciation. Monsieur Lehmann, bonjour, ça va bien? Je te mets de la pression avec des noms de famille d'étranges. Non. La Suissie, j'aime beaucoup la Suissie. Mériole, qui est un Suisse d'origine, on peut dire ça. Suisse d'origine, tout à fait. Et aujourd'hui, vivant à Montréal. Mais bleuet d'adoption. Bleuet d'adoption. On va y revenir parce que ça va être tout qu'un parcours. Alors, je vais toujours poser la première question. Je pose toujours la même à chaque invité ici. Puis, souvent, ça part sur une discussion que je dis pas un mot et l'invité parle 30 minutes. Puis c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Toi, Mériole, la faisance, tu sais c'est quoi? C'est l'action de faire dans le lexique raconteur. Quand tu penses à ça, le plus loin que tu peux te souvenir, c'est quoi, selon toi, ta première faisance? Ma première faisance. Oui, OK, si on remontait loin, plein de choses. Je peux remonter vraiment loin. Je peux remonter quand j'étais petit en Suisse. Oui. On habitait dans un village de 150 habitants. On n'allait pas à l'école parce que mes parents, c'était des anarchistes, puis c'était l'école à la maison. Ce qui fait que je passais énormément de temps dans le bois avec mes frères, avec mes cousins et avec mon grand-père à faire toutes sortes de choses. Beaucoup de niaiseries parce que mon grand-père, il avait l'idée de discipline assez lousse. Fait qu'on faisait vraiment beaucoup de choses. Par exemple, des barrages dans des ruisseaux dans le bois pour se faire un étang puis se baigner. Par exemple. Fait que il y avait ça. Hein? Puis aussi, mon grand-père était agriculteur, mes parents étaient agriculteurs. Donc, l'idée de faire a toujours été présente. Et en plus de ça, c'était des agriculteurs, mais des agriculteurs artistes. Mon grand-père, il faisait de la sculpture. Mon père, plus jeune, chantait dans une chorale. Donc, la culture avait beaucoup de place. Il y avait beaucoup de livres dans la maison, beaucoup de musique aussi.
OK. Fait que l'idée de faire a toujours été là depuis aussi loin que je remonte, là. Fait que c'est donc bien cool. J'aime ça, des agriculteurs anarchistes. J'aime beaucoup ça déjà en partant. Et là, on parle quand même d'un agriculteur sculpteur. Ça, c'est comme un ébéniste gigueur, là. C'est plein de belles choses en même temps. Fait que comment il s'appelait grand-papa? Japheth. Pardon? Japheth. OK. Ouais. Puis il sculptait par plaisir Ouais, ouais, ouais. pour se faire Oui, du juste bien. pour lui, ouais. Mm. C'est ça, c'était pas un sculpteur, il l'exposait pas ou ben il avait c'est de la sculpture sur bois. OK. Il avait un style assez particulier. Puis c'est ça, il prenait des morceaux de bois, il sculptait là-dedans, puis ensuite il teignait ses sculptures avec de l'huile de lin pour avoir des Différentes zones couleurs. plus sombres, plus claires, etc., là. Y a-tu des vestiges? T'as-tu Il y a encore des des morceaux? vestiges, oui, oui. Moi, j'en ai deux. Quand il était sur le bord de décéder, il nous a légué là, à moi, mes frères et sœurs, mes cousins. Là, on a tous des vestiges de ça, là. Quand même. Fait que, mais lui, c'est ça, c'était pas un artiste. C'était vraiment dans la lignée de l'art naïf, de quelqu'un qui fait de l'art pour lui parce que il aime ça. Il n'y avait aucune visée de vendre, d'exposer. C'était vraiment très privé comme pratique. Ça devrait être ça encore un peu, nos pensées. On a perdu ça. Moi, je t'écoute parler, là, puis il y a comme une forme de poésie, de la naïveté là-dedans. Le monsieur est un agriculteur, il sculpte pour le fun, ça lui fait du bien. Tu as gardé les objets, ça continue dans le temps, il est plus là. Puis tout ça parce qu'il aimait ça, tu sais. Oui, ben, tu sais, dans l'art naïf, tu as beaucoup ça. C'est comme, par exemple, Arthur Villeneuve, OK? le peintre à Chicoutimi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Arthur Villeneuve, Pas certain. le barbier. OK? Fait que lui, il était barbier. Puis il y avait une maison à Chicoutimi, pas loin de la fameuse petite maison blanche. Oui, oui. Puis quand il coupait pas la barbe puis les cheveux au monde, ben il faisait de la peinture. Puis vu qu'il n'y avait pas d'argent, ben il peignait pas sur des toiles, il peignait sur les murs de sa maison, Oui. y compris sur le frigidaire. Puis sa bonne femme était un peu à bout, qui peigne partout, mais à un moment donné, ben elle s'est rendue compte qu'elle pouvait faire de l'argent avec ça. Moi, quand on était arrivé au lac au début, mes parents, ils m'avaient amené chez Arthur Villeneuve. Fait que c'était Madame Villeneuve. Tu lui donnais à 2 piastres. Il habitait dans la maison encore. Il habitait dans la maison encore. Tu lui donnais à 2 piastres. Ça te faisait visiter toute la maison, la cuisine, la chambre à coucher, tout. Puis là, tu avais les peintures de Monsieur Villeneuve sur les murs, sur tous les murs. Il n'y avait pas un mur intérieur ou extérieur qui était pas couvert de peinture. Maintenant, tu peux aller la voir. Ils l'ont gardé à l'abri de la vieille pulperie à Chicoutimi, qui est le musée régional. Musée un peu, là, si tu peux aller visiter ça. Oui, ben, il y a d'autres expos. C'est pas un mini-musée, c'est comme le musée régional. OK, cool. Ben, c'est fascinant. Donc, lui, c'était ça. C'est intéressant. J'aime beaucoup ça, cette idée-là, parce que lui, il faisait ça parce qu'il avait envie de faire ça. C'était pas un concours de popularité, c'était pas pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'était justement, il avait juste besoin de faire de l'art, de s'exprimer de cette façon-là. Puis, bon, en bout de ligne, il est venu assez célèbre, là, mais au départ, C'était pas ça, c'était pas le plan. Non, c'était pas le plan. Lui, le plan, c'était juste qu'il aimait ça faire de la peinture. Voilà. Ben, quand tu me parles, on dirait qu'on vient d'entendre la définition d'un faiseux. Mettons qu'il y aurait le Larousse du faiseux, là. Faiseux, ça serait exactement ce qu'il vient de dire. C'est faire, pour se faire du bien. Puis tant mieux si un jour ça accroche du monde ou ça propulse une certaine joie de vivre dans la population. Et c'est ça qu'on devrait faire. Mais attends un peu, là. On revient à Mériole. Mériole, tu m'as dit tantôt, tu faisais des barrages pour faire des étangs. Donc, tu avais déjà la fibre canadienne, tu étais un petit castor un peu, là. Ouais. Tu le savais pas, là, mais tu t'en allais vers ça. Fait que là, tu grandis là à être sur une terre agricole avec une école alternative. Comment ça se passe? Mettons au primaire. T'es pas au primaire, t'es au primaire à l'école. Ouais. Ben, ça se passe que le matin, je suis avec ma mère, puis on apprend le français, les maths, toutes ces affaires-là. Puis l'après-midi, ben, on s'en va bomber dans le bois ou dans les champs avec mon grand-père. On va faire de la clôture. Moi, j'ai commencé de conduire le tracteur, j'avais 8 ans. Une autre réalité. C'est ça. Fait que, mais c'était un autre monde parce que c'était les années 70. C'était un tout petit village. On avait 8 vaches. Hein. Fait que, tu sais, ça n'a rien à voir avec l'agriculture qu'on connaît maintenant. Là. C'est pour l'autosuffisance, j'imagine?
Ben, ils vendaient le lait, ils vendaient les OK. céréales, là, mais c'est sûr que on n'était pas très riches. Là. OK. Mais c'était comme une autre époque. La modernité, d'une certaine façon, On va y venir, n'était parce pas que tout à fait ça là. fait partie de ton parcours. Euh, mais là, juste pour situer les gens qui vont écouter ça éventuellement, t'arrives de la Suisse, t'as quel âge? 10 ans. Tes parents sont là, sur la terre, vous êtes ensemble, toute la gang, À Héberville, au à Lac-Saint-Jean. Iberville. OK. Et là, ton père, tu me dis que ton grand-père avait une ferme, mais lui aussi, c'est un cultivateur, il développe un projet. C'est quoi qui se passe concrètement quand tu es jeune, là? Parce que un moment donné, vous êtes. Ton père, il a une ferme, il a une fromagerie. Je ne sais pas m'expliquer ça. Là. C'est à partir de lui, ça. C'est pas son grand-père. C'est pas ton grand-père qui a parti quelque chose, puis ton père. Non, en fait, mon grand-père, il a vendu la ferme à mon père quand on était encore en Suisse. Fait que OK, vous êtes encore là-bas. Puis là, on était encore là-bas. Là, mon père, il avait acheté la ferme, mais finalement, en tout cas, en Suisse, à l'époque, la ferme était très petite. C'est sur à peu près les 20 hectares que la ferme comptait. Il y Mhm. en a 2 qui nous appartenaient, le reste était de la location. OK. Donc, mes parents, pour l'avenir de leurs enfants, si leurs enfants voulaient être agriculteurs, ils ne se voyaient pas rester là. C'était très limité. Fait que mon père a décidé de venir au Québec, puis il a demandé à mon grand-père s'il voulait venir avec nous. Fait que mon grand-père l'a suivi. Mon père a acheté la ferme à Héberville. Nice. On est allé s'installer là. Puis, ben maintenant, c'est mes 2 frères, ma sœur, qui ont repris la ferme, qui ont une compagnie avec Qui sont mes toujours là. parents, puis qui sont toujours là. OK. Ouais. Fait que c'est vraiment multigénérationnel en 1970, là, à peu près. Là. Ben, quand on est arrivé au Lac-Saint-Jean, c'était au début des années 80, OK. Fait que là, 83. Puis, c'est ça, mon grand-père, il habitait puis il travaillait sur la ferme avec mes parents. Il aidait mes parents, là. il y avait une rumeur qui était fausse. Ben, où j'ai entendu. Parce que moi et Mériol, on s'est connus au cégep. Et ça se peut qu'on en parle tantôt. Euh, moi, j'avais entendu parler que ton père avait fait venir 2 ou 3 vaches de la Suisse parce qu'il tenait à ses bêtes, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est qu'il est arrivé ici, il y avait déjà un troupeau qui existait. Il a racheté des animaux semblables à Ouais, ce qu'il y avait là-bas. ouais. Soit par nostalgie ou c'est. Il aimait Non, non, ça, non, non, ce non. lait-là, Il c'est y avait des important. bonnes raisons. Il y avait des très bonnes raisons. Ben, en fait, la première bonne raison, c'est que quand on est arrivé, il fallait racheter un troupeau. Mhm. Parce que la personne, entre le moment où mon père a visité la ferme puis a signé l'offre d'achat, puis le moment 6 mois plus tard où on est allé s'établir, Mhm. c'était plus le même troupeau. L'ancien propriétaire, il a vendu les bonnes vaches puis il a racheté des picouilles pour faire une passe de cash. Fait qu'on est arrivé puis c'était pas le même Excuse si troupeau. je ris, mais c'est pas drôle. OK. Fait que On mon switch père, il de a troupeau. dû racheter des vaches. Fait que là, tant qu'à racheter des vaches, il a racheté des brunes suisses, qui était la race qu'on avait en Suisse, qui est une race qui produit moins que la Holstein, puis qui n'était pas connue au Lac-Saint-Jean, d'où probablement la rumeur qu'elle venait de Suisse, mais elle venait d'ailleurs, au Québec, au Canada, aux États-Unis. Puis c'est des vaches qui ont un tempérament qui sont beaucoup plus calmes que les Holstein. OK. Et c'est des vaches qui produisent un lait qui est beaucoup plus intéressant si tu veux faire du fromage, OK. qui a plus de protéines, qui a plus de matière grasse, puis qui a des meilleures protéines fromagères. À l'époque, il n'y avait pas l'intention de faire la fromagerie, mais finalement, c'était un bon guess parce que quand ils ont démarré la fromagerie, ils se sont retrouvés avec du lait de meilleure qualité. Un peu par hasard. En sachant que le lait serait meilleur. Mais donc, moi, je suis un peu surpris. Là, parce que moi, je pensais que c'était un projet initial. Qu'il voulait faire une fromagerie. C'est pas ça du tout. Il voulait faire Non, l'agriculture ensuite. il y avait une fromagerie en Suisse. Puis là, ben, quand on est arrivé ici, là, il y avait quand même de quoi s'occuper. Là, on est passé de 8 vaches puis 25 hectares à 40 vaches puis 125 hectares. Fait qu'il y avait en masse de quoi Oui. s'occuper. Fait que la fromagerie, c'est comme tomber en stand-by. Mais après ça, quand mes frères et sœurs, ils ont voulu reprendre la ferme, bon, ce qui est arrivé au Québec, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand tu as des enfants qui veulent reprendre une ferme laitière, ça fait à peine vivre une famille. Ça n'en Mhm. fait certainement pas vivre 3. Mhm. Fait que ce qu'on fait, c'est que si tu as 2 enfants qui veulent reprendre la ferme, tu achètes 2 voisins. Fait que les voisins qui vendent parce qu'ils n'ont pas de relève pour reprendre, ben toi, tu rachètes puis tu grossis ta ferme. OK. Mais tu as beau multiplier par 3, ça fait toujours pas beaucoup plus d'argent. Fait que
Tu fais beaucoup plus de travail, mais pas nécessairement dans le... Non, c'est ça. Fait que, puis ils n'avaient pas envie de cette idée-là. Ils voulaient pas avoir une ferme avec 150 vaches non. puis tout ça. Fait que c'était quand même assez contre leurs valeurs. Là. Fait qu'eux, ils avaient quand même une notion de l'importance du terroir, etc. Puis d'avoir une agriculture à échelle humaine. Puis bon, bref. Depuis toujours, déjà, eux, c'était ça. C'est ça. Fait que la solution, il fallait toujours bien trouver une solution pour faire vivre 4 familles plutôt qu'une. Fait qu'en faisant la fromagerie, ça a permis ça. Fait que ma sœur a dit, ben oui, moi, je veux m'impliquer, je veux faire du fromage. Puis ça permettait, dans le fond, en transformant le lait, de faire l'argent nécessaire pour faire vivre 4 familles, plus des employés, parce qu'il y a 3 employés à la fromagerie, des employés à la ferme, etc. Après, on fait un signe à la régie juste d'amener ton micro plus proche. Plus proche, trop loin. That's it. On va en profiter pour voir cet excellent cidre de Cassine. En tant qu'ex-chanteur étoile. Écoute. OK, là, on va parler de toi. Là, on est dans la famille. Là, tu grandis. Ouais. Secondaire. Là, t'es-tu à l'école alternative chez vous? Non. Quand on est arrivé, mes parents ils nous ont envoyés à l'école. Ils se sont dit qu'il fallait quand même qu'ils nous donnent une chance de nous intégrer. Oui. Peut-être se faire des amis. C'est ça. Tu sais, dans le fond d'un rang, c'est pas comme au milieu d'un village. Fait que ils nous ont envoyés à l'école. Fait que. Là, t'as fait ton secondaire sans histoire, primaire, secondaire, c'est sans histoire, ou tu t'intégrais-tu bien? Quand t'es arrivé, t'étais tout seul de ton camp, là? Ben non, parce que j'avais mes frères, mes 2 cousins, on était une gang, tu sais. Fait que, tu sais, on se faisait écœurer parce que... à tout le monde, puis c'était arrêté. On pétait pas la gueule à tout le monde, mais on se faisait écœurer parce qu'on était suisse. Fait que, tu sais, on était là pour se défendre. Pourquoi t'es quelqu'un parce qu'il est suisse? Ben, t'écœures quelqu'un parce que c'est un étranger puis que tu comprends, tu le connais moi, pas. j'avais oublié. Mais, non, c'est ça. Fait que là, secondaire, la vie est belle. Secondaire, la vie est belle, oui. Quelques petits chicanes à l'école, mais c'est la vie. Pas tant de chicanes, non. OK, vous réglez ça à coup de vous amener des berlingots de lait, vous lui lancer dans la face ou des choses de même? Non, mais... Non. À l'école, au secondaire, j'avais quand même une vie sociale assez active. J'ai même été président de mon école en secondaire 5. Oh, attention. Ouais. L'étranger héros. Ouais, puis non, mais c'était le fun parce que moi, je jouais de la musique, fait que j'avais des jeans troués, puis tout ça, puis... Ah oui, t'étais Tu sais, très... normalement, là, les présidents, là, c'est comme un peu des chouchous de profs. C'est vieux harnais un peu à l'époque. Fait que c'est ça. Mais moi, j'étais pas du tout là-dedans. Fait que le monde qui se tenait dans le centre social des fumeurs, ben ils ont voté pour moi. Puis moi, je me tenais au café étudiant avec Mathieu Dugal, puis on écoutait de la Mathieu musique. Dugal. C'est ça, j'étais au secondaire avec, puis on se tenait ensemble au café étudiant, qui était comme le monde qui écoutait Dépêche Mode puis The Cure, ouais. mais en même temps, j'étais ami aussi avec ceux qui étaient Metallica puis qui étaient dans le centre social des fumeurs. Ouais. Fait que j'avais pas une gang en particulier, j'étais ami avec à peu près tout le monde, fait que j'ai été élu président. Puis là, t'as-tu laissé, ils ont-tu un portrait de Mériol, président, dans l'école? Je pense pas. Non. Mais mon fait d'armes, c'est d'avoir organisé une manifestation contre la guerre en Irak au centre-ville d'Alma. Excusez pour les gars du sang. Oh, tabernacle. Excusez, là, je l'ai pas vu. C'est comme s'il m'envoyait une gauche. C'est drôle comment que la vie, c'est un cycle. Hein. OK, t'as un peu au centre-ville d'Alma. D'Alma, t'as vraiment dit d'Alma. Alma. T'as organisé une manifestation. Là, ça veut dire que t'étais au cégep, arrivé au cégep. Non. Au secondaire, quand j'étais président, là, c'était l'époque de la guerre en Irak. OK. Ah, fait que ouais. On est sorti dans les corridors, puis on fait comme on fait la grève, puis tout le monde dehors, puis on s'en va. On est parti de l'école secondaire, mais on est allé marcher jusqu'au centre-ville pour dire qu'on était contre la guerre. C'est quand même une pas pire faisance, ça, là. C'est quand même cool d'organiser ça en bas âge. Je veux dire, Moi, j'aimais ça, les manifestations. Mais quand j'étais petit, mes parents, ils m'amenaient à des manifestations. Puis, tu sais, dans les carrés rouges, moi, j'amenais mes gars manifester aussi. Là, je leur avais mis des carrés rouges, puis tout. Il y en a qui avaient comme 11-12 ans, puis l'autre, il était en poussette, puis là, je les amenais. Je leur avais mis des coquilles pour le bruit des casseroles ne leur pète pas les oreilles. Là. Oui. Ouais. Fait que j'ai fait la manifestation pour la guerre en Irak, puis l'année d'après, une autre manifestation. Je passe parce qu'ils voulaient nous couper les services de l'infirmière du CLSC. Fait que ça aussi, on avait fait une manifestation. OK. Puis là, à partir de là, t'étais-tu déjà étiqueté comme un rebelle? Yes.
Mais toi, dans toi, là, honnêtement, quand tu parles de manifestation, tout ça, je me souviens de toi parce que je te vois. Parce que Mériole, on va le dire, là, tu l'as encore, mais t'étais un fou si beau gosse. Là, dans le sens que c'était comme un émule tu sais, tu parlais de The Cure, tu étais très Pearl Jam dans ton look. Tu l'avais, man. T'avais un aura. Tu l'as encore d'ailleurs. Fait que là, cette aura-là te permettait de faire des rassemblements. Tu sentais-tu que tu avais une manière de parler au monde qui était rassembleuse? Au cégep, ça m'intéressait pas. T'as tout arrêté ça, man. Non, mais au cégep, ce qui m'intéressait, c'était faire de la musique. Ouais. Puis, tu sais, moi, mon secondaire, tu sais, ça m'occupait d'être président puis de faire des manifs parce que j'avais beaucoup de facilité à l'école, fait que je travaillais pas beaucoup. Puis, comme toutes les gens qui travaillent pas au secondaire, mais tu arrives au cégep puis tu pognes à 2 minutes. Puis là, Ouais. en plus, à cette époque-là, il y avait comme des méthodes éducatives qui, je pense, ce serait plus acceptables maintenant, mais qui passaient notamment par l'humiliation collective, c'est-à-dire avoir ton cours de guitare, la porte grande ouverte pour être sûr que tous tes amis qui sont dans le corridor entendent que tu te fasses rincer parce que tu pas pratiqué. Ah, j'avoue, c'est un détail, j'avais oublié. Mais ouais, c'était. Fait que, tu sais, low profile, tu sais, tu travailles puis tu penses pas que tu es meilleur qu'un autre parce qu'on te règle l'ego. Tu sais, moi, j'avais un band au secondaire, là, on avait fait un show dans l'auditorium, fait qu'il y avait comme l'école secondaire au complet était là parce qu'ils avaient rien d'autre à faire, ils avaient comme pas le choix, c'était le festival, puis c'était le gros show. Dans la Fait que c'est pas catégorie. parce qu'on était bon, mais il y avait 800 personnes, fait que tu sais, tu te penses bon, puis là, ben, t'arrives, puis t'es au cégep, puis là, ben, ton prof de guitare, il te fait jouer toujours la même corde, ting, 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 puis il te dit que t'es pas bon à faire ça, fait que l'ego, il... Non, tu sais, j'avoue que. Ouais, mais après ça, c'est au départ que ça fait ça. ouais, Toi, mais ça te règle l'ego assez vite. Oui, mais pour moi, ça a été une bonne chose, là. Je trouvais que tu as raison parce que souvent, quand on arrive au cégep, en musique, parce que moi, j'avais la même chose que toi, dans le sens que j'avais un band, puis ça roulait, puis on faisait des shows, puis tu sais, à un moment donné, tu penses que tu es bon, hein, à un moment donné, là. Ah ouais. Mais là, quand tu arrives là-bas, puis moi, ça m'a fait du bien, dans le sens que sur le coup, j'ai fait Oh, ça va être tough, man, 3 ans, cling, cling, cling. Je vais le dire, là, au début, c'est plate en tabarnak. Puis Ouais. là, par contre, pour moi, c'était un passage obligé. Parce qu'après ça, on dirait que ça m'a remis du sérieux dans l'affaire. Tu sais, il faut que je travaille. Parce Ouais. que tu étais bon à l'école, trop facile. Et là, tu te fais remettre l'aiguille à zéro, mon homme. Hey, On- j'ai dit que ça te slack l'ambition, ça. Ou le contraire. Fait que Non, là, non, mais c'est ça. Tu sais, là, tu comprends qu'il faut travailler, puis tu arrêtes de te prendre pour un autre. Puis l'autre affaire et aussi, voilà. tu sais, à cette époque-là, comme nous, on a fait le cégep en musique, là, on s'est inscrit juste avant que Nirvana vienne sauver la planète du rock de poêle. Yes, sir. Fait que, tu sais, il y avait encore plein de guitaristes qui étaient dans cette idée de jouer très, très vite. Oui. Puis le Nirvana n'était pas encore arrivé, là, tu sais. Là, à cette époque-là, pour être guitariste, il fallait que tu sois un virtuose. Ce que je ne suis pas. Puis 2 ans après, grâce à Kurt Cobain, tu n'avais plus besoin d'être un virtuose. Mais là, nous, on est au cégep, c'était plein de virtuoses. Fait que toi, tu vois tous les virtuoses autour de toi. Puis là, il y a plein de monde qui joue très, 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 très vite. Puis là, ben, ça aussi, ça te calme l'ego un peu. Tu te rends compte qu'il y a plein d'autres personnes qui sont très bons aussi. Fait que, c'est tout ça pour dire que, ben, tu t'installes puis tu fais tes affaires. Mais tu parles de faire tes affaires. Il y a une chose que les gens ne savaient pas au cégep, je vais te dévoiler un punch. Attention. Parce que il y a plein de gens qui pensaient que j'étais vraiment un nerd puis que je pratiquais beaucoup trop parce que vous autres, vous étiez en appartement. Fait que le jeudi soir, vous partez sur la brosse. Puis le vendredi matin, c'était tough se lever. Mais moi, le vendredi matin, à 8h30, j'étais dans mon petit local de pratique puis je pratiquais 3 heures de temps. Mais pourquoi? Parce que j'avais un cours en après-midi. Puis vu que je prenais l'autobus scolaire, là, j'avais pas le choix. Je pouvais pas me lever tard. Le bus y passait de bonne heure. Fait que j'étais pris pour être au cégep. Fait que je pratiquais. C'est pas parce que j'étais motivé. C'était juste parce que j'avais rien d'autre à faire. Mais moi, j'en reviens pas que tu aies pensé qu'on partait ça à la brosse. Là, moi, j'étais un peu déçu d'entendre ça. J'étais. Arrête. L'année d'après, je me suis retrouvé avec un appartement à Alma. Je sais exactement ce qui se passait. Chin, avoue qu'il est bon. Avoue Il qu'il est bon. excellent. Tout à fait. Oh oui. Oui, ça a été 3 années. C'est 3 années assez incroyables. J'ai encore des séquelles d'ailleurs. Mais Clairement. clairement. Après ça, fin du cégep. Qu'est-ce que monsieur
Mariole fait Ben, fin du cégep, tu sais, moi, j'aime ça faire les affaires. tout le temps. Oui, je le sais. Mais j'aime ça aussi faire des affaires comme c'est pas supposé d'être, aller à l'envers du bon sens. Fait que pendant que tous mes amis au cégep s'en vont à Montréal pour essayer d'avoir une carrière en musique, moi, je vais où? J'ai aucune idée. Je vais à Québec. Québec, la pire ville au monde pour aller faire de la musique, la ville de fonctionnaires déprimés. Parce que en 93 à Québec, qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre des motards. Hey, C'est les gens de Québec, Saint-Roch qui va mal. envoyez-nous les tomates, man. Let's go. Non, mais Québec, À cette époque-là, Québec à au cette début des époque-là. années 90. Ben oui, il faut Tu sais, clarifier. après ça, en 2008, là, il y a eu le 400e, il y a eu Régis Ah, il y a eu tout. là. qui a se poussé pétait les là-dessus. bretelles, puis qui riait de Denis Coderre, puis tout ça. Puis là, tout le monde était fier d'être à Québec. Mais avant ça, Ah là, non. moi, j'ai connu le Québec de 2008, mais j'ai connu le Québec de 93. Fait que là, Puis tu te le Québec de racontes- 93, c'est la déprime. Ah, puis en plus, ils n'ont pas gagné la coupe. C'est ici qu'on l'a gagné. Hey, en plus de ne pas gagner la coupe, tu sais, l'année, parce que ça aussi, moi, je prenais pour les Nordiques. Puis là, T'as Tout tous les le monde- défauts, man. non, mais au primaire puis au secondaire, les gens disaient check le Suisse qui connaît rien au hockey, il prend pour les Nordiques. L'année hein, qu'ils allaient gagner la coupe, ils s'en vont. Ah oui, c'est de la dépression. Là, c'est tout pour la L'année que j'allais tu sais, donner tort à tout le monde qui pensait que je connaissais pas le hockey. C'est malade. OK, fait que Ok. là, t'es à Québec. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire là? Ben, je vais suivre ma blonde qui s'est inscrite en piano à l'université. OK? Puis, je sais pas, j'avais pas envie de faire comme tout le monde d'aller à Montréal. Ouais. Fait que, ben, je m'en vais à Québec. Là, ben, j'ai pas de job. Fait que je vis un petit peu sur mes prêts et bourses. Puis, je fais de la musique dans le Vieux-Québec. OK. Parce que ça payait un petit Oh, peu. on Mais s'en là, va. je me rends compte assez rapidement que parce qu'il y a quand même une game assez sérieuse. Puis que la grosse gang de Péruviens qui jouent de la flûte de Pan, ils me laisseront pas les bons spots en avant du château Frontenac. Fait que ce plan-là, il tombe un peu. Mais C'est plein après- d'affaires que je ne pas venir, même. OK, là, c'est la guerre, guitare, flûte de pan. Zamfir, Zamfir, il est arrivé. ben, après ça, il y avait aussi un duo qui jouait du saxophone. Puis tu sais, il y a des gens là, qui avaient vraiment un gros business. Oui. Puis les places payantes en avant du château Frontenac, ben, quand t'es un petit cul, ils te les laisseront pas. Tu sais, il faut se battre. Puis moi, j'ai pas tant le coup de ça. Non, ça t'entendait pas. Fait qu'à la fin de l'été, ben, je me trouve une job comme prof de guitare. OK. Fait qu'il fallait que je fais comme, ben là, faut que je travaille. Là, est-ce que tu t'apprenais au monde à jouer du Nirvana? Ouais. Yes. Ouais, j'apprenais à des jeunes adolescents de Sainte-Foy à jouer du Nirvana puis du Metallica. Toutes des belles choses. Comme As You Are, à tous les jours. C'est facile, tu sais, c'est comme 2 cordes, 2 Non. notes, c'est comme bien basic. C'est plus si volontaire. T'étais déjà Fait que, là-dedans. ouais. Fait que je fais ça. Fait que là, Fait que j'enseigne la guitare pendant un bout. Là. on parle d'une couple d'années. Autour de 2, 3, 4. Bon, 3-4 ans, 5 ans peut-être. T'es-tu heureux dans ta vie de Québec? Ouais, j'aime ça. OK, tout va Ouais. bien? Ouais, Québec, c'est le fun quand même. Tu sais, si Non, mais je dis, moi, ça a l'air j'adore de... cette ville-là, là, Non, j'ai mais rien c'est une ville de début des années 90, c'était un peu la dépression. Là. Puis moi, mon local de pratique était dans Saint-Roch. contre. Fait qu'on était au milieu de la guerre des motards. Tu sais, quand on sortait du local, on ne checkait pas les pimes qui passaient en char parce qu'on voulait pas se faire battre. On se tenait low profile, tu sais, mais c'était quand même toute qu'une période. J'avoue. Puis c'était l'époque des émeutes de la Saint-Jean aussi. Tu sais, moi, j'ai déjà joué avec mon band sur la terrasse de la fourmi atomique. Puis de La l'autre fourmi bord des atomique. portes La fourmi Duville, atomique. il y Yes. avait les émeutes de la Saint-Jean avec les policiers, avec les chiens, puis la boucane, puis tout. C'était malade. Ça, t'aimais ça. Il y avait un peu de Ah ouais, ça, révolution. j'aimais ça, Un peu ouais, de révolution. Puis à travers tout le cortège de la révolution, là, des motards, ça, de temps en temps, il y avait un flûtiste Zamfir qui passait. Ou... Non, Eux moi, autres, ils restaient ils restaient dans le coin de Château-Frontenac. Moi, j'allais plus là, je me tenais en bas. C'est le quartier des flûtistes. Hey, j'en verrai plus jamais la ville comme avant. Oh là là. OK, fait que là, au Québec, tout va bien. Là, t'as-tu un plan? Si je reste à Québec, bof? Ou, Non, mais là, j'ai beaucoup de bands. J'ai eu jusqu'à 5 bands en même temps, mais j'avais un band en particulier. Fait que à un moment donné, je cherchais des musiciens pour mon band. C'est une affaire de, je pense, une petite annonce dans le Voir. C'est-tu dans le Voir? Ça doit être dans le Voir. Dans le Ouais. temps. Fait qu'il y a un gars qui m'écrit, dit ouais, moi je joue de la basse, fait que je pourrais jouer dans ton band. Fait que je fais comme OK. Tu sais, c'est le seul qui a répondu, fait qu'il y a eu la gig.
Puis, au début, il jouait mes tunes, mais après ça, rapidement, il montre que lui, il écrit, puis il écrit vraiment bien, puis OK. il compose des tunes. C'est qui ce puis gars-là? Pierre Girard. Je le connais, lui. C'est quoi Il le y a nom de comme... ton Non, band? il y a beaucoup de monde qui s'appelle Pierre C'est quoi le nom Girard. de ton band? Braque Molotov. Ça, Break Molotov, ça, je suis au courant. Ouais, bon, ben c'est ça. Fait que Todd c'est Picard. ça que je faisais à Québec. Todd, il m'a. Je Toi, pense. tu t'avais parlé de ça. Ben oui. Non. Oui. Salutations à Todd, ce personnage incroyable. Fait que, donc, on faisait ça à Québec. Fait que Pierre, c'était... il arrivait de Jonquière. Il a fait un détour par Sherbrooke. Il s'est retrouvé à Québec. Ouais, en tout cas, il écrivait vraiment bien. Je dirais, avant d'être un musicien, c'était un auteur. Puis, donc, il me fait rencontrer Étienne, qui est drummer. Puis là, on fait de la musique ensemble. Puis, vu qu'il n'y a rien que ça à faire à Québec, on fait ça. On pratique 6 à 7 jours par semaine. Fait qu'à un Ok, moment c'est donné, sérieux. t'as pas le choix d'être bon. Des fois, Ouais. 2 fois par jour. Fait que je pratiquais en début d'après-midi. Après ça, je prenais le bus pour aller enseigner à Sainte-Foy. Puis, on revenait pratiquer Quand même. après. Je sais pas, je finissais de travailler, mettons, à 9h30. À 9h30, les ados, ils vont se coucher. Fait que moi, à 10h, j'étais en Basseville, puis là, on pratiquait jusqu'à ce qu'on se fait mettre dehors du local, minuit, 1h. Puis après ça, on allait à la fourmi atomique, puis couchait à pas d'heure, puis tu recommences le lendemain. Nice. Puis aussi, on jouait n'importe où il y avait un show, on était prêt à jouer tout le temps. Fait qu'on jouait quand même vraiment beaucoup. On faisait juste des compositions, pas de cover. Fait que Québec, c'était quand même la ville des bands hommages, donc la ville c'est encore des le cas, covers. Puis, idéalement, tu fais un band hommage à un band de progressif. C'était à Québec. Fait que nous, on n'était surtout pas un band hommage, puis surtout pas du progressif, mais on a comme Vous réussi étiez à s'en hommage à sortir. Braque Molotov. C'est auto-hommage. C'est ça que vous faisiez. Je dirais pas que c'était auto-hommage, mais on faisait les tunes à Pierre. Nice. Fait que là, tu fais ça un bout, là. Puis là, c'est à temps plein, là. T'es enseignant, tu fais de la musique, là. Ouais, c'est ça. T'es tout le temps en train de jouer du Nirvana. Non, non, Nirvana, c'est de 3h30 à 9h30. 6 heures de temps du Nirvana, c'est assez. Mais après ça, le reste du temps, c'est ça. Je pratique, puis c'est ça. C'est Québec à cette époque-là, avec la rue Saint-Jean. Quand je pratique pas, je m'en vais au Archambault aller écouter des disques. Après ça, j'ai découvert que Sion, le disquaire sur la rue Cartier, ils avaient vraiment un meilleur choix que le Archambault. Puis là, j'écoute plein de drôles de musique, beaucoup de musique actuelle, du funk, etc. Puis Braque, c'était un peu ça, c'était très punk. Mais moi, j'avais comme un côté métal. Les gars, eux autres, ils avaient beaucoup écouté les Clash puis les Police parce qu'ils étaient un peu plus vieux que moi. Ouais. Puis Pierre, il écoutait de la chanson française, puis on faisait des covers de Léo Ferré, puis on mettait des textes de Rimbaud en musique. Mais ça, c'était vraiment pas commercial puis pas vendeur. Fait qu'il fallait, on faisait tout. Fait que Pierre, il avait beaucoup de talent pour faire le graphisme des cassettes démos avec des photocopieuses. Fait qu'il allait à la bibliothèque, il photocopiait beaucoup d'images, d'archives des périodes communistes puis tout ça. Puis collage, etc. Fait que lui, il faisait les pochettes, moi, j'enregistrais. Avec un petit 4 pistes? Avec un petit 4 pistes à cassette. Là, on enregistrait nos cassettes qui ont quand même, avec mon petit 4 pistes. T'en as-tu encore? Oui, j'en ai encore. Ça, c'est malade. Fait que j'ai encore la cassette de ça, ouais, de Braque avec c'est beau à entendre. En noir et blanc, là, fait à la photocopieuse, puis tapé avec un 4 pistes. Cool. Parce que t'as pas le choix, parce que de toute manière, premièrement, t'es à Québec. À Québec, il n'y a pas d'industrie musicale, ça n'existe pas. Fait que j'ai pas voulu aller à Montréal, fait que je paye pour. Mais en même temps, ça te donne une complète liberté. Puis on est vraiment avant le numérique, donc c'est vraiment les 4 pistes à cassette analogues. On emprunte des micros à gauche et à droite pour faire nos affaires, puis on fait nos démos comme ça. Puis j'étais le seul du band qui avait un permis de conduire, fait que j'étais aussi le chauffeur. C'est malade. Puis c'est ça, la vie de faire du band à cette époque-là, de dormir sur le divan de quelqu'un que tu connais pas parce que tu veux absolument faire un show de musique à Rivière-du-Loup. Ça, ouais, ça me dit quoi, ça aussi? Oui, puis probablement qu'on a eu mal à la tête un peu, bref. Ouais. OK, là, tu vieillis. T'es rendu à 25 ans à peu près, 20, 21, 22 après cégep. Tu étais à Québec un petit peu, Ouais. bling, bling, bling. Qu'est-ce qui te pousse à revenir dans la métropole? Qu'est-ce qui est arrivé? Hey, à Montréal? Ouais. Hey, c'est ça, c'est arrivé vraiment tard, là, on n'est pas rendu là. OK, t'es rendu... OK. 2019, Montréal. OK, mais avant ça... Avant ça?
Là, c'est quoi, dans ta faisant, c'est rendu que là, tu fais de la musique, tu fais des cassettes. Tu veux encore, tu sais, tu as encore une volonté de faire de la musique personnelle, de faire tes compositions, Oui et non. Ben, tu sais, à un moment donné, Pierre est déménagé à Montréal. Fait que là, j'ai plus vraiment de chanteur. On a fait 5 bouts là, qui venaient des bouts à Québec. Mais tu sais, à un moment donné, on a fait comme, OK, on a d'autres choses à faire. Là, j'avais comme 4-5 bands en même temps. Je jouais pour beaucoup trop de monde. Mhm. Je me suis tanné. J'ai fait comme moi, je fais pas de la musique pour pas avoir de fun. Fait qu'au moment où j'ai commencé d'arrêter d'avoir du fun, j'ai fait comme on va slacker ça. En parallèle de ça, je travaillais chez Musique Richard Gendreau, qui était un magasin de musique très célèbre à l'époque à Québec, qui Ouais. était après Steve, le plus gros magasin de Ah musique ouais. de la province. Fait qu'on vendait des guitares à plein de monde. Moi, rapidement, parce que je faisais du studio, je me suis retrouvé dans le département de studio. Fait que là, je me suis mis à connaître plein de monde dans le département d'enregistrement. Donc, les autres studios de Québec, dans le fond, c'était mes clients. Fait que beaucoup de réseautage comme ça. Puis je me suis retrouvé dans un studio de post-prod à faire des pubs télé, puis des affaires de même. C'était cool. Dans le fond, tu devenais un peu un réal. Tu apprenais le. Ben, je te dirais que j'ai surtout appris jusqu'à où mon niveau de stress, puis qu'est-ce que je suis capable d'avoir comme pression, puis je me suis rendu compte aussi que Que la mèche était courte. non, mais j'avais vraiment une bonne mèche, mais que ça me tentait pas de faire ça. Fait que, OK. tu sais, c'était des trucs, là, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu sais, on faisait de la pub nationale, puis tout ça, mais moi, j'étais le dernier arrivé, fait que je faisais les pubs moins le fun, tu sais. Fait que, par exemple, tu sais, je faisais, mais je sais pas, moi, les tubes de Patiorama, OK? Fait que je vendais des meubles de patio. Fait que le gars, il arrivait à 9 h. Puis là, j'avais 20... De 9 h à midi, là, j'avais 20 pubs de Patiorama à faire le son, enregistrer le voice-over, faire la correction du son de caméra qui est épouvantable, mettre de la musique qui provient de musique en canne qui est pas bonne parce que le gars, il veut pas payer, fait qu'il t'envoie dans la banque pas cher, mais pas bonne. Puis il faut que tu livres ça puis que tu mettes ça sur le Betacam avant midi parce qu'à midi, la pub est en onde à TVA. Puis si elle n'est pas en onde, tu te fais arracher la tête. Fait que j'ai compris que ça, j'aimais pas ça faire ça. OK, tu faisais le voice-over, genre, oh, les. Non, moi, je faisais pas le voice-over. J'enregistrais. Il y a quelqu'un qui venait. OK, Une animatrice de radio. Je pensais que tu allais dire que tu faisais, oh, les portes cette semaine, 250 Non. Ça, il y avait comme une animatrice de radio qui était payée pour ça. OK. Elle arrivait en studio à 9h30. À 10h15, elle avait fait les 20 publicités de. Là, tu montais tout ça, bing, bing, Puis bing. là, tu montes ça. Ouais. Fait que tu as fait ça une petite période cette année. J'ai fait ça 1 an. OK. Puis, ben, j'aurais peut-être pu continuer, mais là, j'ai eu. Donc, Pierre Girard, le chanteur de Braque, il était à Montréal. Finalement, tanné d'être à Montréal, il revient à Québec. Donc, il revient à Québec, il se cherche une job. Moi, je me cherchais pas de job. Je vendais des guitares chez Musique Richard, puis je faisais du studio. Fait que, tu parles de faire, là, j'étais en studio de 8 h le matin à midi. Après ça, midi à midi et demi dans le bus, puis midi et demi jusqu'à la fermeture à vendre des guitares. Fait que là, à un moment donné, tu comprends bien que, bon, je me tannais un peu de ça, mais je n'étais pas prêt. Je voulais travailler en studio, fait que je n'étais pas prêt à tout envoyer ça promener. Puis, Pierre, il se cherche une job, puis là, il m'envoie une offre d'emploi. Il dit, ben, moi, je cherche une job, mais là, ça, moi, je peux pas appliquer, mais toi, ton nom est écrit sur l'offre d'emploi. Fait que je fais comme cool, je vais regarder ça. Fait que l'offre d'emploi, c'était directeur technique chez Avatar. Avatar, c'est un centre d'artistes à Québec, dans la coopérative Méduse, qui est une coopérative où il y a 10 centres d'artistes différents, en cinéma, en art actuel, en photographie, etc. OK. Puis Avatar, c'est un centre en art audio et électronique, ce qu'on appelle maintenant art numérique, mais à l'époque, on appelait ça art audio et art électronique. Fait que c'était directeur technique de ça, fait que c'était gérer le studio, qui est honnêtement un des plus beaux studios qu'il y a à Québec, avec toute une vue sur Québec parce que tu es dans Méduse au 5e étage. T'as-tu une vue sur les flûtes de pan? Non, les flûtes de pan, ils sont derrière. Moi, j'ai acceptable. comme la vue sur les montagnes, OK. puis le Mont-Sainte-Anne, puis l'île d'Orléans. Puis avec un piano à queue, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est un super bel endroit. Puis on faisait aussi beaucoup d'électronique. Donc, on faisait de l'électronique sur mesure, faire de la Fait que t'as été programmation. engagé là? J'ai été engagé là. En fait, je connaissais le gars qui quittait, qui est d'ailleurs un gars du bas du fleuve, mais Matane. Fait que c'est peut-être Gaspésie pour toi. Ah, mais- ça compte. Selon moi, ça compte. Il doit être fin. Fait que David, je le connaissais parce que c'était un de mes clients chez Musique Richard.
Fait que quand j'ai vu la job, j'ai appelé, j'ai dit « Hey, David, tu t'en vas? » Il dit « Ouais. » Je dis « Hey, je serais intéressé, tu sais. » Fait qu'il dit « Ben, il dit, on va prendre un café ensemble, puis je vais t'expliquer, tu sais, c'est quoi la job, puis Il qu'est-ce que tu as t'engage besoin de quasiment. savoir. » Ben, il m'engage parce qu'il était sur le comité d'embauche. C'est malade. Fait Yes. qu'il m'avait tout expliqué avant. Fait que, ben, c'était du travail de studio, fait que ça allait bien. C'était du travail d'électronique. Fait que je dis, ben, moi, je suis capable de souder des fils de guitare, fait que je vais être capable de souder quelque chose d'autre, je vais apprendre. Puis l'autre tiers, c'était du travail de programmation. On travaillait avec un logiciel qui s'appelle MaxMSP, qui est un logiciel qui permettait de travailler du MIDI, de l'audio, du vidéo. Concrètement, par exemple, on peut programmer un logiciel qui va prendre une image vidéo d'une caméra infrarouge, puis dépendamment des déplacements des personnes dans l'espace, tu fais jouer le piano avec eux. En quelle année, ça? 2004. Oh, ça geekait fort, là. Ouais, quand même. Oh, oui, c'est du geeking Fait que- à côté, mais là, là. la programmation, moi, ça, je savais pas faire ça. Mais parce que je faisais beaucoup quand même de débogage informatique à cause des logiciels d'audio. Mhm. Vu que je m'occupais de département de studio, ben, tu sais, je connaissais les logiciels de son. Fait que je me suis dit, ben, un logiciel pour un autre, c'est la même affaire. Fait que je les ai convaincus que j'allais être capable d'apprendre. Après ça, ben, il a fallu que j'apprenne parce qu'il fallait que je sois à la hauteur de ce que je les avais convaincus. Oh, le chemin à l'envers, c'est beau, ça. Ouais. Puis ça, c'est intéressant parce que parlant de faisance, ça, c'était vraiment une bonne école parce que dans le fond, Touche à tout. ben là, tu touches à tout, mais c'est surtout que tu as des artistes qui viennent de partout, du Québec, du Canada et du monde. Yes. Avatar, c'est quand même un des rares centres en art audio au monde. Fait que c'est comme dans un réseau international. Puis là, ben, tu as les meilleurs qui viennent à Avatar. Puis toi, ben, comme directeur technique, mon boss, qui était le directeur artistique, m'avait dit il y a une seule affaire que tu n'as pas le droit de leur dire, c'est non. Fait que quand tu te demandes quelque chose, tu dis oui, Faut que tu le trouves. puis il faut que tu t'organises. Fait que des fois, Hey, c'est quand même ça. cool, ça. Fait que quand quelqu'un te dit ben moi je veux qu'il y ait un piano à queue qui joue quand il y a des personnes qui se promènent autour du piano, tu dis oui. Puis tu sais pas comment faire, mais tu t'organises pour Hey, trouver. c'est comme ici, là, on dirait que tu parles de l'éphémère. C'est les autres aussi, ici, là, ils disent tout le temps oui. Pas le choix. Pas le choix, puis ça le fait. Ça le fait à chaque fois, tout le temps. OK, là, tu capotes. Là, t'as gagné à la loterie, là. Ah ouais, là j'ai gagné à la loterie. Wow. Ouais, non, ça c'est vraiment le fun. Puis là, ben tu sais, au début, c'est sûr que il faut que tu accompagnes les artistes des fois. Fait que quand tu développes, mettons, des logiciels ou tout ça, il faut que tu ailles les aider quand ils installent ça dans des musées ou tout ça. Fait que, bon, la première fois, c'était à Matane. C'était comme pas super sexy, mais tu sais, après ça, on est allé à Berlin, on est allé en Belgique. Fait que j'étais comme, wow, tu sais, c'est. T'allais là, toi, là? Ouais, c'était vraiment malade. Là, c'était le fun. Mais, wow, t'as fait ça combien de temps? Hey, j'étais un peu. 2004 à 2015, 11 ans. Ah, OK. C'est une bonne partie de vie, là. Ouais. T'as sûrement encore des contacts là-bas, là. Oui, ben, oui, c'est devenu mon réseau parce que c'est aussi là que j'ai fait un retour à ma carrière d'artiste. Tu sais. Parce que je t'avais dit, j'étais comme un peu. Bon, je jouais encore de la musique, mais Ouais. j'avais comme abandonné l'idée d'en faire professionnellement. Ouais. Puis là, ben, à Avatar, à force de côtoyer des artistes, puis ça, puis eux, les artistes qui étaient là à Avatar, le noyau des fondateurs, ils faisaient des performances, donc des concerts, mais pas de notion d'harmonie, de rythme ou de mélodie. Les affaires Donc, éclatées. ouais, fait que là, c'est comme, ben, toi, tu viens avec nous. Fait que je fais comme, OK, ben, moi, j'embarque avec vous. Fait que, ils m'ont comme embarqué dans le game. Là, t'en fais. Puis après, tu fais comme, oh, ouais, finalement, je Tu comprends, jouais, je là, comprends ça. Ben, je jouais pas nécessairement de la guitare. Des Ouais. fois, je pouvais jouer de la console. OK, oui, tout ça. c'est un vrai terrain de jeu, là. T'es Ouais. dans l'exploration à Fait que côté. ça, j'en ai fait avec eux. Après ça, ben là, j'ai comme développé une certaine pratique en art sonore, là, de faire de la performance là, en art sonore, que je fais encore jusqu'à maintenant, des fois Ouais. des installations. Là, Mhm. Et puis, ben, à un moment donné, je me suis dit, ah ben, hop, je pourrais peut-être recommencer la photographie. Parce que j'ai fait beaucoup de photographie quand j'étais adolescent. Tu sais, quand j'étais, avant d'être président de mon école, là, Ah, quelque OK, part, genre... T'as eu une vie avant d'être président. Ouais, non, mais en secondaire 2, Oui. je me suis acheté avec mon argent économisé. Mes parents, ils ont vraiment essayé de me détourner de ça parce qu'ils voulaient être sûrs que je mette mon argent à une place correcte. Mais je me suis acheté
une caméra 35 mm. Fait que Oh oui. argentique, hein, qu'on crank, etc. De toute manière, à l'époque, il n'y avait pas de choix. Tu voulais un appareil photo, c'était ça. Donc, j'ai eu un petit 110, un pressant, un petit 120, les affaires cheapo en plastique là, de Kodak pour prendre des souvenirs. Puis là, moi, ça, je voulais aller plus loin. Fait que je m'étais acheté une caméra. Fait que j'ai fait de la photo jusqu'à ce que je me rende compte que de la guitare, c'était plus le fun, puis ça pognait plus que de la photo. À peu près secondaire 4, secondaire 5. Fait que là, j'ai arrêté la photo. Puis, à Avatar, à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais recommencer de faire de la photo. Donc, j'ai recommencé de faire de la photo à peu près à cette époque-là. Ce qui fait que, tu sais, dépendamment à qui tu parles, de qui me connaît, de quelle époque, ben des fois, les gens, ils pensent que je suis un musicien. Des fois, les gens, ils pensent que je suis un artiste sonore. Des fois, les gens pensent que je suis un photographe. Puis ils pensent jamais que c'est la même personne, mais ils sont mêlés parce qu'il n'y a rien que moi au monde qui s'appelle Muriel Lehman. Si tu fais un Ouais, Google, j'avoue. il n'y a personne d'autre qui va Non, j'avoue. sortir. Et même ici, je t'ai présenté comme un artiste scientifique agricole. J'ai comme pas pris de chance. Moi, j'ai tout mis dans le même paquet. Là. J'ai tout rentré ça dans le sac, puis let's go. Ouais, non, Parce que c'est assez parce que t'as un juste. côté scientifique à ton affaire aussi. Tu sais, on parle de ta photo, mais t'as-tu vu en arrière le beau décor qu'on a fait? Ouais. Ah, il y a une Ça, photo tu de drones. Ouais, Tu sais, parce que ouais. on va se rendre là, mais là, tu es rendu à la photographie. Tu peux passer comme en tant qu'artiste, tu peux passer de la coke à l'âme, si tu veux. Tu peux passer mettons, l'époque, tu commences à redécouvrir la photographie. Ouais. Où est-ce que tu fais maintenant? Fait que libre à toi, là, si tu veux dire, on part de où tu as redécouvert la photographie. Non, mais on est rendu là. OK, cool. Ouais, genre, j'ai commencé de faire de la photo, là, j'ai fait des expos, puis là, ben, à un moment donné, C'est tout quoi, quel genre ça. de photo au début que tu faisais? C'est vraiment de la photo artistique, là. Euh, C'était pas qu'est-ce qu'on va venir tantôt, là, le côté drone agricole. Ben, il n'y avait pas encore le drone parce que tu comprends, ça c'était peut-être 2010. Fait que 2010, les drones, là, c'était comme Non, ça pas tant commençait, courant. là, Bon, ça à y collait peine, de même. Là. c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas le drone, mais sinon, assez rapidement, je te dirais que je faisais un peu ce que je fais maintenant. Je m'intéressais. En fait, quand j'ai commencé à faire de la photo, moi j'habitais à l'époque à Limoilou. À Limoilou, là, il y a deux affaires que quand tu habites à Limoilou, tu sais qui existent. C'est l'incinérateur, puis la Daishawa. La Daishawa qui est une usine de papier. C'est OK. facile parce que chaque fois qu'il pleut, ben, ça sent la Daishawa avec l'incinérateur. Fait Oh, qu'on te le rappelle assez vite. Fait que, tu sais, c'est un peu comme les gens qui habitent à côté de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. oh oui, Tu le sais que tu habites à côté d'une affaire qui est en train de te polluer les poumons puis tout le reste. absolument. Tu peux pas passer à côté. Fait qu'au début, quand je travaillais, mes premières photos, je faisais beaucoup de photos de la Daishawa parce que, premièrement, c'est quand même un bâtiment là, extrêmement photogénique et assez fascinant. Mais je m'intéressais beaucoup à ça, à toute la question de l'industrialisation. Puis ça, ben, ça remonte. Tu sais, tu posais une question là, quand j'étais tout petit. Ben, quand j'habitais en Suisse, que j'avais genre 8 ans, j'étais abonné au WWF. C'est World C'est la lutte, ça? Wildlife. Non? Non, c'est le La World Fonds Wrestling mondial Federation. pour la Non? nature. Fonds mondial pour la Fait que nature. c'était comme un genre de La Greenpeace mutuelle soft d'Omaha. Là. ou un genre de David Suzuki. Ouais. Fait que eux, ils avaient une petite revue une fois par mois qu'ils envoyaient, puis qui parlait à tous les mois d'un sujet environnemental précis. Fait que c'est assez anxiogène pour un enfant de 8 ans, mais en même temps, ça a formé une partie de ma personnalité, je peux croire. Puis, une fois par année, ben, je participais à leur levée de fonds. Fait que je vendais des petits timbres à ma tante puis aux voisins. Fait que je faisais le tour du village, je vendais mes petits timbres pour accumuler des fonds pour le Fonds mondial pour la nature. Fait que j'avais une conscience écologique Fait quand que la même. première année, tu avais Ça date ramassé d'il y a genre longtemps. dans une petite enveloppe brune, tu as envoyé 8,50 au Fonds mondial de la nature. Genre, ouais. Yes. En vendant mes petits timbres. C'est le même que ça Puis commence. là, parce que j'en avais vendu assez, j'avais une petite épinglette dorée de panda, parce que leur logo, c'est un panda. Ouh. Yes, là-tu encore? Non, je l'ai perdu. Mais je garde pas ben des vieilles. J'ai pas grand-chose, là. C'est pas grave, sauf les sculptures à grand-papa. Ouais, exact, ça. OK, fait que là, bing. OK, donc, c'est ça. On revient. On Ouais. revient back. Donc, je m'intéressais beaucoup aux questions environnementales. Donc, ce que je faisais en photographie, c'était beaucoup. Je m'intéresse à ces questions-là. Donc, j'ai notamment fait un projet sur les moulins à papier. Parce qu'au Québec, Oui.
à part Québec et Montréal, à peu près toutes les villes, elles existent parce qu'il y a une industrie. Oui. Puis avant les mines en Abitibi, à peu près toutes les industries qu'il y avait, c'était des moulins à papier. Fait que quand il y a une ville au Québec, tu as un moulin à papier quelque Absolument. part. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas juste un enjeu environnemental, il y a un enjeu politique. C'est que ces villes-là sont toujours sur le même modèle. Tu as le quartier des ouvriers, qui est du mauvais bord du vent, puis qui se ramasse la fumée de l'usine. Puis tu as le quartier des Anglais, qui est de l'autre, du bon bord du vent, puis qui a des arbres, puis qui a un club de curling. Tu sais bien que c'est du hasard. Pense-y. OK. Ouais, c'est intéressant. C'est loin d'être plate. Fait que ça, c'était un de mes premiers projets Qu'est-ce que tu as fait d'expo. comme projet? Tu es allé photographier des usines. Mettons, tu es allé à East Angus. Tu es Ouais, allé à East Angus, c'est Lebel-sur-Quévillon. malade. Elle est vraiment hot. Parce que East Angus, J'en là, connais, j'ai un oncle qui est resté t'as là. j'ai une photo. En fait, l'usine, là, est de chaque bord de la rivière. Fait que tu traverses un pont, puis tu traverses l'usine en même temps. Puis là, ben, tu as la fumée de l'usine, puis tu as l'église catholique qui Est en émerge face. au milieu de la... C'est malade. Fait J'avoue que j'ai que fait East Angus, je veux voir cette photo-là. j'ai évidemment la Daishawa, Clermont dans Charlevoix, j'en ai fait plein, là. T'es J'ai- rendu jusqu'à Lebel-sur-Quévillon? À l'époque, je me suis pas rendu à Lebel sur Quévillon, mais depuis, je m'y suis rendu. OK. Fait que là, ce projet-là, tu l'as fait en exposition? Ouais. Puis puis c'est pour ça là, que Ouais, peut-être pas là parce que c'est c'est plus pas vieux, là. là-dedans, mais tu sais, il y a plein de Ouais. trucs. C'est vraiment, moi, ça me fait triper parce que juste que tu aies un concept de OK, je vais partir, c'est pas juste poser des usines, là. C'est qu'il y a tout le temps un propos à ton affaire. Ben, c'est pour ça que tu parlais de science, de scientifique. Moi, je n'irais pas dire que j'étais scientifique, mais quand je me présente, je dis que je suis un artiste-chercheur. Oui. Parce que dans tous mes projets artistiques, il y a un très gros travail de recherche, souvent sur plusieurs années, autour des sujets sur lesquels je vais travailler. Donc, c'est pas uniquement un travail, mettons, conceptuel, comme C'est on pas peut un coup de l'avoir, tête, c'est par pas un coup de exemple. tête non plus, puis c'est pas C'est des pas un coup projets de de bout de tête, napkin, là. puis non, c'est ça. Mais il y a vraiment un travail de recherche, comme par exemple, là, dans les dernières années, je dirais les 10 dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la ruralité puis de l'agriculture. Il y a des heures et des heures de recherche, de lecture, puis généralement dans d'autres disciplines que les arts. Tu sais, je vais m'intéresser à l'aménagement du territoire, à la géographie, à l'histoire, évidemment au système économique si tu t'intéresses à l'agriculture, etc. Fait que il y a vraiment ce travail-là de recherche qui est derrière les photos. Donc, une photo, c'est pas juste une photo, c'est une photo qui s'inscrit dans un travail de recherche avec d'autres photos, puis souvent aussi avec du travail du texte qu'on Oui, voit moins souvent, mais qui va être là. Par exemple, en expo, là, il y a du texte aussi qui va faire des liens avec les photos qu'on voit. complètement. Je sais pas si tu vas aimer ça, mais je vais le dire. Honnêtement, Mériol, moi, je le suis depuis ton travail. de- c'est de la science. Tu es un chercheur. Ton travail de chercheur de terrain, de chercheur de territoire. C'est ça que tu fais. Sur Instagram, c'est capoté. Les photos sont belles. Euh, J'avais vu, je t'ai vu à la Semaine Verte. Ils ont passé Ouais. un topo très intéressant. C'était pas juste un topo de 30 secondes, c'est 5, 6, 7 minutes, c'est assez élaboré. On te voyait partir, t'espionnais le vent avec ton micro à travers les bledins, puis tu capturais je sais pas moi, le soleil dans l'axe du vent. Mais en tout cas, c'était malade, là, c'était impressionnant. Puis t'aides aussi, je me suis rendu compte que tu vois sur des fermes, les agriculteurs sont là, puis tu drones avec eux autres, puis eux autres aussi sont impliqués. En tout cas, dans le topo Ouais. de la semaine verte, là, c'est pas juste que tu arrives en touriste, là. Ben là, là, tu parles de deux projets différents. Là, le Tu micro, n'es le tu n'es qu'un micro dans le projet, maïs, ça, c'est une affaire. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé sur le son des campagnes. quand même. On peut en parler rapidement, mais c'est quand même intéressant. L'idée de base, là, c'est que, puis dans mon travail de recherche que je fais depuis longtemps, une des choses qui m'intéresse, c'est le clash qui existe entre la façon dont on présente le territoire rural et la réalité du territoire. C'est-à-dire que pour des besoins principalement économiques, ce qu'on présente, c'est une campagne qui date des années 50. Si tu regardes sur ta panne de lait,
tu vas voir une petite ferme avec les vaches qui sont dehors, le paysan avec sa salopette, puis sa tige, là. Puis là, tu vois pas vraiment le tracteur, ou c'est un tracteur qui ressemble à rien de ce qu'il y a maintenant. Puis là, il est avec son petit gars qui tient par la main. Puis là, les vaches, elles sont dehors. Puis là, il y a un soleil. Puis Tout là, le tout monde est danse. idyllique. Ouais, tu tout sais. le monde danse, on fait une ronde. Puis après ça, ben, tu sais, toi, tu vois ça, puis tu fais comme wow, tu sais. Puis là, ben, tu es en train de planifier, tu sais, tes vacances cet été. Puis là, tu vois des photos des cantons de l'Est, puis tu dis, hey, moi, là, j'ai vraiment envie d'aller faire du bike de gravel dans les cantons de l'Est. Là, ça a l'air tellement beau. Puis là, tu es avec ton bike de gravel qui t'a coûté 6000 pièces, tu es dans les cantons de l'Est, puis en avant de toi, c'est un John Deere de 300 chevaux qui fait de la poussière, puis qui pue, parce qu'il est en train de sortir du purin. Fait que c'est sûr que, comme citadin, tu pognes en 2 minutes. Puis J'avoue. tout à coup, l'agriculture, tu trouves ça moins le fun, tu sais. Mais en même temps, c'est ça la chose qui te nourrit. Fait que un de mes intérêts, c'est ça, c'est de travailler sur C'est quoi tu ce veux ramener? clash-là. Tu veux un peu remettre la réalité? Parce que je comprends que c'est pas contre. T'es pas contre. On n'est pas dans le bashing de la ruralité. Toi, tu donnes un portrait qui pourrait être plus réaliste Ouais. d'une chose qu'on vend Ben, autrement. mettons, OK, on va revenir à des questions écologiques. Mhm. L'agriculture industrielle, c'est un des plus gros problèmes écologiques qu'on a. Absolument. OK? On parle, par exemple, en France, là, on a 80 des oiseaux qui sont disparus dans les campagnes, avec les haies qui ont disparu, avec l'utilisation des pesticides, etc. OK? Le problème des pesticides, c'est un problème majeur Mhm. qui génère toutes sortes de maladies. Mon père, par exemple, il a Parkinson et c'est directement lié à ça. Et c'est absurde parce que mon père est en agriculture biologique depuis toujours, mais c'est les pesticides des voisins qui l'ont empoisonné. Moi, quand je vais dans les campagnes, là, puis que je parle à des agriculteurs, là, les messieurs là, de 60-65 ans, là, ben, il y en a vraiment beaucoup qui ont la main qui shake à cause du Parkinson. OK. Puis parce que je sais, parce que mon père a ça, je reconnais les symptômes. Mhm. Puis je le vois. Puis je sais que ces messieurs-là, ils ont travaillé toute leur vie pour se faire empoisonner par ça. Mhm. Puis si ça empoisonne ces cultivateurs-là, puis que ça a empoisonné mon père qui est en bio, ça empoisonne tous les gens qui habitent dans le rang. On se fera pas de cachette. Tu sais. Ouais, ouais. Moi, je ne boirais pas de l'eau qu'il y a en Montérégie nulle part sans avoir des filtres parce qu'il y a des pesticides partout. OK. Mais ces agriculteurs-là, ils font ça pour des bonnes raisons. Ils font ça pour produire de la nourriture pour que toi et moi, on mange quand on Absolument. va au IGA. C'est Fait notre frige. que je les pointe pas du doigt. Ce Non. que je pointe du doigt, c'est l'industrie qui les manipule et qui les utilise pour booster leurs profits. Un peu. Fait que, où je veux en venir, c'est que vas-tu si toi te tu fâcher? penses... Tu vas-tu te Non, fâcher? je me fâche pas. Si toi tu penses qu'il n'y a rien de tout ça qui existe, parce que quand tu achètes ta pinte de lait, tu Ah trouves non. que c'est ben vraiment non. cute, ben tu n'es pas capable d'avoir une réflexion constructive J'avoue. sur comment on peut régler ça, qui commencerait par exemple à acheter davantage de nourriture biologique qui est produite dans un plus grand respect de l'environnement. Mhm. Voilà. Mais tu vois un peu d'avenir à ça, moi. Là. Il y a des gens qui font les choses du mieux qu'ils peuvent. Il y a des gens qui font les choses du mieux. Tout le monde fait du mieux Tout le qu'ils monde peuvent. fait du mieux qu'ils OK. peuvent. Bon. Exactement. Après, il y a des gens qui font mieux que ceux qui font du mieux qu'ils peuvent. Mhm. Là, j'arrive à mon autre projet. Le projet de drone qu'on voyait tantôt, là, puis le reportage à la semaine Excuse-moi, là, verte. c'est toi le sexy qui est là? Là? Non, ça, c'est pas moi. Non, OK. mais ça, je pourrais en parler aussi, mais on va manquer de Comme temps à un bref. moment donné. Ça, c'est droné, là. Oui, Bon, OK. ça, c'est droné, ça aussi. Parle-moi de ton projet, là. OK, donc le projet. En 2008, je suis invité à... 2018, je suis invité à participer à la biennale, triennale, en tout cas, à Orange, Ah, qui est Orange, c'est le nom de l'événement. OK, OK, OK. C'est une biennale ou une triennale, j'ai un blanc de mémoire, à Yes. Saint-Hyacinthe, Mhm. qui expose des projets d'art qui ont toujours un lien avec l'alimentation. Et cette année-là, les commissaires qui organisent l'événement, qui choisissent ces artistes, c'est des sœurs jumelles. Il y en a une qui est historienne de l'art et sa sœur est agronome ou ingénieur agronome, ou en tout cas, Mais quoi, ça te parle beaucoup en partant, là? c'est ça. Fait que moi, j'ai tout de suite appliqué. J'étais là, waouh, c'est malade. Et donc, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont jumelé chacun des artistes avec un producteur. OK. Et moi, j'ai été jumelé avec un producteur à ma demande, qui est un producteur en bio, mais
de niveau industriel. Fait qu'il y a des terres entre Joliette et Shawinigan. OK. Oui, je vois le topo. Fait qu'il y a, à l'époque, quand je l'ai rencontré, il y avait 1500 hectares, donc l'équivalent de 10 fermes. Maintenant, ça a beaucoup grossi. Et puis lui, il travaille vraiment toujours à la fine pointe de la technologie, donc il est en bio, mais il y a une moissonneuse-batteuse qui vaut plus d'1 million, qui est guidée par GPS, qui donne toutes les données de récolte en temps réel à un serveur. Quand même, ouais. En fait, l'ensemble de ces tracteurs, tu peux les suivre sur une plateforme, voir qu'est-ce qu'ils font, quelle est Comme la à machine soir, qui sur est mon branchée, téléphone, etc. on ferait dire, on check une game de tracteur du gars, man, puis on Ouais, voit ça aller. c'est ça. Ben, Non. pas à soir, parce que OK. là, ils ne travaillent pas ces temps-ci, mais au mois de juillet, on pourrait Ça, reprendre c'est une ça. possibilité. On pourrait mettre ça sur Ouais. l'écran géant ici. Ouais. Puis Comme là, un, tu verrais comme les un petits Super tracteurs. Bowl, mais de tracteur. Ouais. Yes, on aime ça. Fait qu'il fait ça, il travaille avec des drones, il travaille avec des images satellites, etc. Donc, c'est vraiment là, C'est l'ail. l'agriculture numérique, là, c'est une des personnes les plus avancées là-dedans au Québec. Mais il fait du bio. Il Là, n'y a toi, t'es aucun témoin intrant de ça. chimique. Fait que moi, j'ai été jumelé avec lui, puis j'ai passé une année à aller avec lui, à aller m'asseoir dans la cabine de la Une année. moissonneuse. Ouais. Une année. Non, mais pas une année, j'habitais pas là, mais Non, mais quand pendant... même. Ouais. On parle de. Fait qu'à toutes les saisons, plusieurs fois par saison, j'allais faire des photos. Wow. Puis là, j'ai fait l'expo. Puis après ça, j'ai fait comme c'est bien trop le fun, je ne vais pas arrêter là. Fait que depuis 2018, je vais sur la ferme de Sylvain. Puis là, lui est quand même bien occupé. Fait que moi, je me suis mis de chum avec une couple de ses employés. Fait que tu sais, de temps en temps, je leur demande où est-ce que vous êtes, etc. On se suit sur Instagram. OK, il va Puis, se voir. ouais, ben eux, tu sais, moi, je mets des tracteurs régulièrement. Fait que, Ouais. tu sais, ils sont intéressés à me suivre sur Instagram. Puis Mhm. moi, je les suis sur Instagram parce qu'eux aussi mettent des vidéos de tracteurs. Mais, Fait que c'est comme yes. réciproque. Faites-vous des courses? On fait pas de course. Non, mais moi, je chauffe pas les tracteurs là-bas. C'est comme. De Premièrement, toute façon, c'est- ça se chauffe tout seul, ça fait ben, là. ça se chauffe tout seul. Je veux dire au tracteur, va me chercher une pinte de lait au dépanneur, by the Mais way. presque. Non, mais sérieux, tu fais des jokes, mais les tracteurs se chauffent tout seuls. C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont guidés par GPS. Fait qu'eux, ils arrivent, puis les tracteurs, ils se chauffent tout seuls, là. Incroyable. Fait que puis c'est vraiment précis, là. En fait, eux, ils ont des systèmes souvent plus précis que les systèmes de GPS traditionnels pour être capable d'être vraiment alignés. Mais les précisions, là, tu sais, comme quand tu es dans la moissonneuse-batteuse, là, au pied carré, là, tu as le rendement. Là. Fait que il va te dire, mettons, ce pied carré-là, ben là, tu as produit. Plus que l'autre pied carré. Exactement. Fait qu'à partir de ça, ils analysent, puis là, ils ont une carte du champ, puis là, ils disent, OK, ben là, ça produit pas, fait qu'on va travailler plus ce coin-là qui est OK. problématique. Puis t'en penses quoi de ça, toi, cette espèce de mix high-tech bio? Ça fonctionne-tu? C'est-tu. Ce que j'en pense, c'est que là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, tu sais, mettons, Cassine, OK? C'est un produit formidable. Mais Cassine, J'ai tu peux peur. pas en avoir dans tous tes IGA. Non, Parce que pour être c'est. capable de produire ça, il faut rester à un petit niveau. Exactement. C'est comme la fromagerie chez mes parents. Tu veux acheter du fromage, ben, au mois de juillet, tu n'as pas le choix d'aller à la fromagerie parce qu'il n'y en a nulle part au Québec. Ils ne sont pas capables de fournir. Ça fait des produits comme ça. Là, le problème, c'est que pour les 3 millions de personnes qui habitent à Montréal puis autour dans le 450, ils ne peuvent pas juste boire du cidre Cassine puis manger du fromage Lehmann. Tu comprends? À un moment donné, il faut toujours bien qu'ils aillent au Maxi ou au Costco Oui. puis qu'ils loadent un peu leur Oui. frigidaire. C'est Fait qu'on- que, On fait tout ça, là. est-ce que je préfère que ce soit du bio produit par Sylvain ou quelque chose qui est bourré de glyphosate Mhm. puis qui a empoisonné tout le monde? Mhm. Bien, évidemment que Ben je oui, préfère. absolument. Bon, le mieux là-dedans, c'est pas de l'agriculture industrielle, c'est de l'agriculture comme ça. Oui. Sauf que avant la Deuxième Guerre mondiale, là, au Québec, on était 30-35 de la population qui était agriculteur. Maintenant, on est entre 2 et 4 Et voilà. OK? Fait qu'on n'y arrivera pas à ce modèle-là. À moins que tu as 25 de la population qui est prêt à retourner dans les champs. Tu te souviens-tu au moment de la On pandémie? lance l'appel d'offres. Non, mais tu te souviens-tu au moment de la pandémie, quand on ne pouvait plus avoir de travailleurs étrangers, qu'on avait barré les frontières aux Ouais, oui, Mexicains et aux ouais, Guatémaltèques? Puis là, François Legault, il avait dit à tout le monde, là, les Québécois, on a besoin que vous alliez travailler dans les champs parce qu'on va mourir de faim. On Là, serait il y a mort, du on monde- serait mort de faim, man. Il y a du monde qui y allait, puis le lendemain, ils pleuraient parce qu'ils ne voulaient pas y retourner parce qu'ils avaient trop C'est rushé. tough. C'est tough. C'est Fait tough qu'il n'y a en plus de crise. Québécois qui veulent faire Non, ces jobs-là. Puis là, on se dit, ah, mais c'est ça pour ramasser des fraises, mais même les fermes laitières, c'est rendu qu'ils engagent des Mexicains puis des Guatémaltèques. Ouais. Fait que le 25 de la population qui va retourner Et ça arrivera pas. avec un petit tracteur, comme
Jean-Marc Fortier? Oui. Jean-Marie Jean-Martin Fortier. Jean-Martin Fortier. Oui, Jean-Martin Bon, Fortier. il n'y a pas 25 de la Avec population la. qui va C'est quoi la partir avec la grelinette? grelinette. La C'est ça. grelinette? La On grelinette. verrait ça, man. Ça prend 200-300 000 personnes. Ah ouais, c'est la grelinette, les boys. Bon. Demain Moi, je matin. trouverais ça formidable, mais tu sais que ça n'arrivera pas. Donc, c'est quoi la deuxième meilleure chose si ça ne peut pas arriver? Ben, c'est quelqu'un comme Sylvain. Ouais. Ouais, Qui, lui, il produit, mais Mhm. il produit au moins, même si c'est de façon industrielle, il va le faire de façon Il y a une biologique. conscience. Donc, il y un a un peu plus. minimum. Je ne sais pas s'il y a une conscience. Je pense surtout, lui, il a beaucoup de fun et beaucoup de défis. Quand Ah. je lui ai demandé pourquoi il était passé en bio, c'était pas tant pour des raisons environnementales, c'est surtout qu'il était écœuré de se faire dire quoi faire par les vendeurs de produits chimiques. Ah, quand Puis qu'il n'y même. avait plus de fun. Puis que ça, les bio, il y a beaucoup de défis. Parce Ah que oui, les gens qui le font cahier du de bio, charge bio, il est énorme. Là. oui, puis même, tu sais, c'est que si tu as un problème, ben, tu mets des produits chimiques, puis ça règle le problème. Mm. Ben, ça en crée d'autres aussi, mais Mm. tu remets d'autres produits chimiques par-dessus pour régler tes autres problèmes, etc. Fait que c'est plus facile. Fait que tu signes le chèque, puis Ouais. les affaires sont plus faciles. En bio, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Fait que c'est plus difficile. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de fun. Il y a plus Avec de ça. fun dans la vie, tu sais. Tu reviens à ce que tu disais tantôt, toi-même, à un moment donné, tu n'avais plus de fun, tu as changé de direction, puis Ouais. ça fait partie, les faiseux, là, la notion du plaisir dans la faisance, elle doit être de 75 de la chose. Plus que ça. Plus que ça, 90, 95, 100 là. 100 On va dire ça de même. Fait que là, présentement, tu es toujours en train de continuer à. Je rêve à ça, tu me corrigeras. Tu faisais pas. T'étais pas parti sur une chaise, j'avais vu ça dans la semaine verte, je pense. T'étais allé aux archives regarder dans le temps qui répertoriait les fermes. Ouais. Il y avait une compagnie qui faisait ça. C'était un bonhomme qui avait un biplan qui disait il allait chez les fermes, hey, veux-tu que je prenne une photo de ta ferme? Oui. Puis moi, je le sais parce que dans les années 60, 70, 80, 90, moi, j'ai de la famille. Tout le monde en avait Très une au agricole. Québec. Tu arrivais dans le salon, bang, Tout le temps. photo de la Partout. ferme. Puis toi, tu avais décidé que tu refaisais ça un peu? Je ne refaisais pas ça, non. En fait, ce qui m'intéressait, c'est que quand mon père il est venu acheter la ferme ici, mon père il est parti au mois d'octobre, il est revenu au mois de décembre, puis là, il est revenu avec à peu près 5 photos. On n'oublie pas qu'on était à l'époque du Kodak que tu crains. Fait qu'il est revenu avec 5 photos, puis il dit bon, ben, il dit, dans 6 mois, on s'en va là. C'était le terrain chez vous? Ouais. Mais là, parmi les photos qu'il y avait une photo aérienne comme ça qui avait été prise. Fait que moi, comme une des premières photos que j'ai vues de la ferme, c'est une photo prise par avion par ce Cette monsieur-là. personne-là, ouais. Fait qu'il y avait ça. Puis quand j'ai commencé à travailler à faire des photos de drone des fermes, je me suis dit, hey, il y a un bonhomme là, qui a fait ça des années 60 jusqu'au début des années 90. Il a fait ça pendant plus de 40 ans. Uh-huh. Puis il a photographié toutes les fermes du Québec Absolument. à grandeur, à comme toutes 5-6 ans d'intervalle, peut-être même. Je n'ai pas les détails, mais Il tu était comprends craqué, l'idée. là. OK? Il faisait le tour, puis il recommençait, puis il faisait même une partie de l'Est ontarien, puis une partie des États-Unis. Ouais. Fait que je fais comme, tu sais, moi, dans mon travail de faire des photos aériennes avec le drone de ferme, je peux pas ignorer ce que cette personne-là a fait. Non. Et ce qui est intéressant, c'est que dans mon travail de recherche sur la transformation de l'agriculture québécoise, ben lui, il l'a tout documenté. Parce que l'agriculture québécoise, là, ça a commencé de se modifier après la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. Dans les années 50, au Québec, tu avais 120 000 fermes. Comment? Maintenant, 120 000. Maintenant, tu en as en bas de 24 000. Puis tu en perds encore à tous les jours. Donc, entre 50 et maintenant, c'est tout là que ça s'est passé. OK? Puis, pourquoi? Parce que c'était vraiment l'arrivée du productivisme, l'arrivée des tracteurs, puis on sort l'agriculture de subsistance, on modernise ça. Les bonhommes qui ne sont pas efficaces, on les envoie à la retraite, puis le voisin, il achète les fermes, puis on grossit les fermes, puis on grossit, puis on grossit. Puis là, ça n'arrête pas de grossir depuis ce temps-là avec toutes sortes de problèmes. Mhm. Mais donc, lui, il a fait des photos de tous ces lieux-là à des intervalles réguliers. Ça fait que ça permet de voir l'évolution. Ben oui, c'est vrai. Tu D'un fais le même tour rang. aux 5 ans. Ben ouais. Tu vois bien. C'est malade comme projet. Le gars, tu sais, penses-tu qu'il savait, ça? Lui, il faisait Non, ça non, de la non, non. photo. Lui, c'est parce qu'il, écoute, il aimait faire de la photo. Là, je dis ça. C'est ma lecture, OK? Je ne lui ai pas parlé. Oui, on ne sait pas. D'ailleurs, je ne pourrais pas lui parler. Malheureusement, il est décédé. Je pourrais parler à son fils, mais... Un jour. Bon.
Donc, le monsieur, il aimait faire de la photo, il aimait piloter. Il s'est dit, hey, il va faire les deux, puis je vais me créer une job. Malade. Puis, quand tu parles à tout le monde au Québec qui ont de la famille agriculteur, puis que tu leur parles de ça, il dit, ben oui, c'est sûr. On est tout dans le salon. Il y en avait une dans le salon. Il réussissait à vendre à tout le monde. Fait que lui, l'été, il faisait des photos, puis l'hiver, il prenait son char, puis il refaisait le tour des rangs, mais là, au sol, puis il C'est- vendait ses photos. Puis là, ben, il arrivait avec les petites photos en 4:6. Puis là, ben, il montrait ça aux gens, puis il vendait des agrandissements. Fait qu'à BANQ, ici à Montréal, il y a tout son fonds d'archives. Fait que tu as toutes les boîtes des petites photos 4:6 qui sont T'as là. vu ça, toi? Ouais. Le poil, il devait te lever. Hey, moi, j'aurais passé une couple de semaines là. À geeker, là. Ah, c'est Fait fou. que c'est un peu un hommage à lui. Tu sais, t'as Ben, pensé à ça. c'est quand- pas tant un hommage, mais c'était que je trouvais ça important d'aller regarder ce qu'il avait fait. Parce que quand tu fais quelque chose en art, ou whatever, quand tu fais quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait avant toi. Toujours. À Avatar, là, comment je m'en sortais, là, c'est parce que même quand c'était des projets novateurs, tu regardes l'idée et tu fais comme, OK, ben, si je fais ça, 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 je mets ces 3 affaires-là ensemble, ça va marcher. OK? Fait que là, les 3 affaires indépendantes, ça, il y a toujours quelqu'un qui l'a fait. Ouais, Fait ouais. que C'est juste la combinaison des trois que personne n'y avait c'est ça. pensé. Mais, tu sais, puis c'est important en art de regarder ce qui s'est fait avant. Tu sais. Une grande partie des études qu'on fait en art, c'est d'aller étudier qu'est-ce qui s'est fait avant pour comprendre dans Complètement. quoi ça s'inscrit, puis pas arriver en proposant quelque chose, puis en pensant que tu es bien hot, mais que dans le fond, il y a déjà quelqu'un qui a fait exactement le même projet. C'est sûr. Puis du monde qui ont fait des super beaux projets que tu aimerais avoir fait, il n'y a rien de ça. Fait que tu es aussi bien de le savoir avant qu'après. Après, ça fait plus mal. Là. J'avoue. Ça peut surprendre. Un petit peu. Fait que c'est ça. C'est que il y a toujours cette idée, quand je travaille sur un nouveau projet, de réfléchir dans quoi ça s'inscrit, c'est quoi l'histoire, c'est quoi les photographes qui peuvent être des influences, qui peuvent m'amener à réfléchir à ça, mais pas juste des photographes, parce que moi, je m'intéresse aussi aux autres disciplines. Mhm. Puis actuellement, comment tu te projettes dans l'avenir? T'as-tu un projet en amont? Est-ce quelque chose qui t'attend ou t'es-tu encore beaucoup dans l'art agricole voltigeant? Non, ben ça, oui, parce que Ça c'est va toujours toujours ça, là. ça va toujours être Ouais. ça. Après, j'ai quand même d'autres projets. Là, il y a des choses qui se développent depuis 2021. Mhm. Je travaille avec un centre d'artistes à Chicoutimi qui s'appelle Bang. Bang, ils ont acheté une terre à bois. C'est malade. C'est un centre d'artistes qui achète une terre Ouais, à ouais, bois. c'est ça. Moi, il y a eu un glitch dans ma tête. Là. Parce que c'est Fait rare que, mettons, un artiste va dire Ah, ouais. je vais créer quelque chose. Achetons donc un lopin de terre pour aller bûcher. Ben, fait que c'est ça qui est intéressant parce que typiquement, OK, un centre d'artistes, c'est des artistes qui se mettent ensemble pour créer des lieux de production, des ateliers et ou des lieux de diffusion, des galeries. Mhm. Puis là, eux, ils avaient déjà ça, ils avaient déjà des lieux de production, des galeries, etc. Puis ils se sont dit, hey, nous, là, on va acheter une terre à bois, puis on va en faire un lieu de résidence pour les artistes. Mais on va pas mettre des petits chalets fancy à gauche et à droite, on va garder ça. Fait que c'est une terre à bois qui est au nord du Vierge. lac Saint-Jean. OK. Il y a une coupe de sentiers, idéalement le moins possible. Pour l'instant, il y a une tente prospecteur à 10 minutes à pied. Tu marches un autre 15 minutes, il y a un tipi. Puis un petit peu plus loin, il y a une petite cabane qui, elle, est pas raccordée, là, est off-grid, puis tout ça, mais comme un peu plus fermée. Un cabinet d'aisance. Non, mais tu sais, si tu dors là, puis qu'il y a des ours qui promènent autour, tu vas être moins nerveux que dans le tipi. Ah, j'avoue. Dans le tipi, tu vas être un peu nerveux. Et il y a beaucoup d'ours qui tournent autour. Il y a Donc, beaucoup ça d'orignaux, il y a l'as-tu beaucoup déjà de vécu? faune. Le Moi, nom, je ne l'ai jamais vu, OK. je l'ai jamais vécu, mais j'ai vu beaucoup de traces, j'ai vu beaucoup de crottins d'ours, etc. On sait que c'est Ils sont là. très, très occupé. Les orignaux aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de faune. Mais je connais des artistes qui ont déjà dormi là puis qui ont entendu l'ours gratter. Puis là, on leur a dit Oh! c'est l'ours, puis ils croyaient que c'était une joke, mais je leur ai dit non, non, tu sais, c'est pas une joke. Tu sais, Mettons, puis c'est quel genre? OK, tu vas là, Fait mais. que tu vas là, puis tu es au milieu du bois, Ouais. puis ben, des fois tu marches, puis il n'y a pas de trail. Il faut que tu suives les trails d'orignaux pour savoir où aller, parce que sinon, ça passe pas. Fait que je travaille là-dessus depuis 2021, 2022. Je vais régulièrement là faire des photos, des enregistrements, des vols de drones. Là, je travaille sur un projet
avec un poète qui s'appelle Charles Sagalan. Et puis, on travaille sur l'idée d'amener la forêt à ceux qui ne peuvent s'y rendre. Alors, je développe. Ah, moi, je t'écoute. Là, Charles, Charles, c'est un guide certifié Shinrin-yoku. Le Shinrin-yoku... Attends un petit peu. Je t'explique. Je m'explique, mais réponds pas à la question, mais comment tu te ramasses là, toi, avec une gang de tripeux d'art qui se pognent une chousse de bois partout, puis là, bing, il arrive un maître kung-fu, je sais pas quoi. Comment Parce ça, tu que- connais tout ce beau monde-là? Parce toi? que je suis smart. Et voilà, OK, Puis je suis willing à faire des choses comme eux. continue ton Je suis histoire. prêt à, Je je suis continue. prêt à aller ramper dans un sous-bois pour faire un enregistrement de son. Yes, Ils sir. font comme, OK, lui... Lui, c'est un Welling. Il a pas peur de ça, un ours. Let's go, man. Ouais. Bon. OK, fait que là, OK. Bon, fait Toi, que t'es avec ton poète. Charles Sagalan, poète, guide Shinrin-yoku. Le Shinrin-yoku, c'est le truc japonais qui s'appelle, si tu traduis en français, c'est des bains de forêt. Oui, c'est très tendance. Tu amènes les gens au milieu du bois, puis tu fais... Là, je vais faire ça grossier, OK? Mais Ouais. pour les besoins de la Ah chose, oui, on va y aller faut au le plus voir, simple. faut le voir. Tu fais un peu comme de la méditation pleine conscience au milieu du bois et le contact avec le bois, les sons, tout aussi les chimiques volatiles que les arbres émanent puis que tu respires, tout ça, c'est un effet positif sur ta Ah oui, santé ça fait du bien. physique et psychologique. Mhm. Ça, c'est prouvé. Ouais. Fait que la gang de Bang, ils ont fait un projet avec le CIUS. On se plaint toujours qu'il n'y a pas d'argent en culture, fait qu'eux, ils sont allés chercher de l'argent en santé pour faire de l'art. Avec le SUS, j'ai bien entendu. Oui, avec le CIUS. Et le centre de service scolaire, OK? Ben là, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Mais à kilomètre cube, tout le monde est là-dedans. Les milieux économiques sont là, le développement économique, la MRC est là-dedans, la municipalité est là-dedans. Ils ont impliqué tout le monde, mais c'est les artistes qui lead le projet. Incroyable. Puis c'est toujours les artistes qui parlent en premier, puis tout est vu du point de l'art, mais comment ça peut bénéficier à tout le monde. Fait que là, Charles, lui, il amène, par exemple, des jeunes du secondaire, puis il leur fait écrire de la poésie, les fesses à terre dans le bois. Ils font ça pour vrai. Là. En plein hiver. Ouais, ils font ça pour vrai. C'est donc bien hot. Puis ça, donc, pour évaluer les effets bénéfiques pour leur santé. OK? La réponse est oui, ça le fait. Puis là, maintenant, on travaille sur un autre projet avec le CIUS pour dire, OK, ceux qui ne peuvent plus aller dans le bois, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, etc., est-ce que nous, on est capable de leur ramener le bois à eux pour qu'ils bénéficient des mêmes effets? Fait que là, on travaille avec de la réalité virtuelle, avec des images de drone, avec des enregistrements sonores, un livre photo qu'on a réalisé, mais aussi des tisanes que Charles y a cueillies. OK, toutes les sens sont sollicités. Tous les sens sont là. C'est ça que vous faites, là. C'est ça. Tu as comme une expérience d'à peu près 45-50 minutes où tous tes sens sont sollicités pour te plonger dans la forêt boréale. Man, moi, j'applaudis. Parce qu'il y a des gens ici là, qui je vois que les yeux leur sortent de la tête. Concrètement, êtes-vous avancé dans le projet? Êtes-vous en train. Y a-t-il de la donnée? Avez-vous déjà capturé des cris d'escargot? Non, mais on a plein de choses. Là, on a fait les 2 premières séquences avec des personnes. OK. Donc, des personnes à mobilité réduite, des aînés aussi. Nice. Notamment avec une aînée Innu. Parce que leur rapport à la forêt est évidemment très différent du nôtre. Donc, pour nous, c'était super important de voir comment elle pouvait vivre ça. Fait que le projet avance. On est dans la phase 2 du projet qu'on espère. Quelques années encore. Là. C'est pas le même matin, mais mettons encore un petit bout dans cette espèce de Ben, tu sais, la première phase de mémoire, c'était sur 3 ans. OK. Donc là, la deuxième phase, idéalement, un autre 3 ans. T'sais, on fait d'autres projets en parallèle, évidemment, là, mais fait que tu c'est passes quand même beaucoup de temps là-bas. Là. C'est pas mal ta vie là, dans ce temps-ci. Là. Ben, j'essaie d'aller quand même au Lac-Saint-Jean une fois par mois. Pour aller voir la famille ou Pour aller voir la famille puis aller jouer dans le bois. puis faire un peu de fromage? Non, moi, je fais pas de fromage, j'en mange. Ah, et voilà. Ouais. Hey, c'est malin. Monsieur, on est équipé ici. Là. T'as JP aux caméras, Alex au son, et tu as bien sûr Jocelyn, le faiseux ultime avec toute sa gang de l'éphémère.
qui est un modérateur. Est-ce que as-tu des choses à chatter un peu ou t'aimes mieux d'autres questions? Écoute, moi, je suis un peu jaloux de toi. Moi, j'aimerais vraiment m'asseoir à côté de toi pour jaser. Fait que c'est moi qui je vais te voler la vedette 2 minutes, Eric. Go, go. Déjà, le VVF et la Suisse, il y a quelque chose. En Suisse, on dit pas le W, on dit juste VVF. Je sais pas pourquoi on prononce pas. J'ai fait le même parcours que exactement. J'ai vendu des timbres. J'ai mon petit pins avec un panda. Ils sont forts. Ouais, c'est très fort. Tu me contais ça. En tout cas, c'est pour l'anecdote. Et puis, la première fois que j'ai fait une manifestation, c'était au VVF. J'ai fabriqué un éléphant en carton. Quand tu parlais de manifestation, puis il y a des premières fois. En tout cas. Et puis, j'adore ton côté intellectuel d'un côté, puis terrien de l'autre. Pour moi, c'est ce qui caractérise un homme entier qui sait se servir de la terre et comme plus de l'éther. C'est fascinant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a passé 1h20 au lieu de 55 minutes, parce que tu as une manière d'être incarné puis très intellectuel en même temps. Puis c'est très rare, puis j'espère que tes projets doivent fonctionner parce que tu réunis probablement le monde justement plus agricole, plus terrien, plus comme groundé, puis le monde plus des institutions, puis tout ça. Et tu le sais sûrement pas, puis sûrement que tu es un peu gêné que je te le dise, mais c'est une rare qualité d'avoir ces deux mondes qui se connectent. Et ici, on a tous un lien à la terre. Là. Les fondateurs de l'éphémère, on vient tous de la campagne, étonnamment, même si on est les trois à Montréal. Fait que je pense on est tous un peu comme on peut Ah non, aller JP, il doit capoter aussi. Est-ce qu'on peut aller jouer dans le bois avec toi? Ça va nous faire plaisir. Dans le bois ou dans les J'ai un chambres? peu hijacké ton Non, c'est parfait. podcast parce que c'était Sérieux, vraiment. Jack-moi tant que tu veux. Hein. C'est vraiment agréable. Ça, moi, je viens de la campagne suisse aussi. Puis j'aime justement. Mon père est un grand intellectuel, mais agriculteur, d'une famille d'agriculteurs. Puis ça me parle beaucoup quand il y a ces deux mondes qui se réunissent. C'est très important. Merci, vous pouvez retourner à votre Tu fais très fort parce que j'ai jamais vu un Jocelyn ému autant que ça. J'ai senti même un petit peu de ça. Non, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. À un moment donné, il faut que tu m'arrêtes, hein, parce que moi, je peux partir comme ça. Mais on va faire de mais quoi? je ferai juste un petit bout Go. sur ce que Jocelyn a dit. Fais le petit bout que tu veux. Man. Dans ma pratique artistique, moi, je revendique ce que je fais comme étant du documentaire critique, c'est-à-dire pas du documentaire qui pointe du doigt, mais du documentaire qui pose des questions. L'idée, c'est pas de prendre position sur ce que je présente, même si j'ai une position évidemment qui finit par transparaître, mais c'est ce que je trouve, c'est que si tu commences par crier après quelqu'un en lui disant que c'est un esti de pas bon, il y a peu de chances que la discussion se développe. C'est assez détruit en partant. Fait que c'est toujours l'idée, quand je travaille sur des projets, on comprend que j'ai quand même un côté assez revendicateur, écologique, etc., mais je ne veux pas pointer du doigt. Je vais essayer d'amener les gens à eux-mêmes se poser leurs propres questions. Mm-hmm. Ça, c'est une chose. Et un des artistes qui a très bien théorisé cette question-là dans les années, fin des années 60, début des années 70, c'est Alan Sekula, qui est un photographe américain et qui, lui, venait d'une famille ouvrière et qui a toujours défendu les ouvriers. Il s'est notamment beaucoup intéressé aux marins, à toute la condition des marins puis des dockers, donc les gens qui travaillent manuellement. Et Alan Sekula, il dit une chose très intéressante qui moi, me reste toujours comme un peu un guide. Qui disait que les intellectuels, ils aspirent à la bourgeoisie. Là, on comprend le contexte, c'est les années 60, là, avec toutes les questions du marxisme, etc. Mais donc, qu'il y a une aspiration des intellectuels à accéder à la bourgeoisie et qu'à cause de ça, ils regardent les classes laborieuses, les gens qui travaillent de leurs mains, avec méfiance, puis même avec une certaine crainte, puis du mépris. Et il dit que les artistes, même s'ils aiment ça s'encanailler, ils n'échappent pas à cette chose-là. Et moi, j'essaie de garder ça comme un guide, de me rappeler que mes racines, que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'était des gens qui avaient la main dans la terre, puis de jamais regarder ces gens-là de haut. Ah non, il faut pas. Et ça, je trouve ça extrêmement important de parler de ces gens-là, mais de ne pas les regarder de haut. Et alors, je fais une deuxième chose. On voyait tantôt la photo du gars qui était avec le muscle car orange. Oui.
C'est son père, ça? C'est pas mon père, mais non, mon père, Et là? il est beaucoup plus barbu que ça. Ben ça, c'en est un autre. C'est de la même série. OK. Il est Fait que ça, c'est... Ah oui, il est là. OK, mais ces deux-là. Donc ça, c'est la dernière exposition que j'ai eue, l'avant-dernière exposition que j'ai eue, qui était à la Fondation Bombardier à Valcourt. Mhm. Donc, Madame Bombardier aimait beaucoup l'art. Et donc, ils ont créé un centre d'exposition à Valcourt qui sert aussi de bibliothèque municipale, mais ils invitent des artistes pour des expositions avec la Fondation Bombardier. Et donc, moi, j'étais invité là, puis la thématique à ce moment-là du musée, c'était la mobilité durable en milieu rural. Alors, ce que j'ai proposé comme projet, c'est de dire, ben, quand on parle de mobilité durable, c'est une chose, mais le rapport des gens qui habitent en campagne avec les véhicules à moteur n'est pas du tout le même rapport qu'on a en ville. C'est un rapport identitaire. Complètement. Si tu as eu 16 ans dans le fond d'un rente, c'est exactement ce que ça veut dire avoir ton char et ton permis. Puis c'est bien plus qu'avoir ton char et ton permis, c'est avoir la liberté. Puis c'est lié à des valeurs très fortes. C'est lié à la réussite, la voiture que tu conduis. C'est lié à la liberté. C'est combien d'images de cinéma on nous bourre ça. Depuis les années 50, là, on nous rentre dans la tête des Nord-Américains que la voiture, c'est le symbole de réussite et de liberté par excellence, puis encore plus en milieu rural. Fait que Mhm. quand tu dis à un gars qui a un pick-up Dodge Ram diesel jacké qu'il faudrait qu'il s'achète un char électrique, ça se peut qu'il ne comprenne pas quand il va te regarder. Les chances sont fortes. Mon projet, il était là-dessus, c'était de faire une série de portraits. Et donc, j'ai une vingtaine de personnes. Et la seule condition, c'est qu'ils posent avec leur voiture qu'ils ont eux-mêmes modifiée. C'est ça. Donc, ça, ce qu'on voit, c'est comme par exemple le monsieur qu'on voyait avec la Camaro. C'est une Camaro édition Led Zeppelin, 1982, avec le logo de Led Zeppelin gravé dans le siège et dans le tapis Quand chac du même. coffre. Puis avec des notes de musique en dessous. On aime ce gars-là, c'est sûr. Puis une guitare, quand tu lèves le hood, il y a une guitare. Toi, tu l'as vu, ça? Ouais, Ah, moi, je serais parti avec. c'est malade. Et j'ai fait la photo au début mai, puis il est venu à l'exposition au mois de septembre. Ah, Il là, a amené sa voiture. fais juste un autre expo pour que je le voie. Puis le monsieur, il est venu, puis il m'a dit, tu aurais dû faire la photo maintenant parce que cet été, on a mis 100 heures sur la Camaro. C'est un œuvre d'art. Ouais. Bref. Bref. Fait que c'est ça, mais tu vois, ça, c'est le même genre de projet. Et donc, il y avait une vingtaine de personnes comme ça. Et quand tu faisais le tour des portraits, à la fin, tu arrivais et il y avait 2 photos aériennes des sables bitumineux en Alberta que j'ai prises il y a 2 ans. OK. Et j'avais très peur que les gens pensent que je juge les personnes qu'il y avait autour, alors que j'ai Genre, c'est à cause de beaucoup vous autres, d'admiration c'est à pour cause- eux. Ouais. Moi, c'était beaucoup plus de dire aux spectateurs, on est tous là-dedans. Parce qu'on a tous une voiture, On qu'on est le tous, veuille ou non. Puis les sables bitumineux, pour y avoir été, quand tu mets du gaz ici puis que tu vas chez Petro-Canada, tu ne te rends pas compte des effets que ça a là-bas, mais quand tu es là-bas, ça fesse. Ouais. Et mon point était justement que je ne jugeais pas ces personnes-là parce qu'ils sont tu sais, ils sont pris dans quelque chose, puis ils font plein de choses. Ils ont beaucoup de fierté avec ces véhicules-là. Ça fait partie de leur identité. Je ne vais pas commencer à les juger. D'ailleurs, il y a plusieurs véhicules là-dedans que je regardais avec admiration. S'il n'y avait pas d'enjeu, Ouais, ça aurait s'il y avait pas d'enjeu d'environnement, T'en arrêtes probablement, aussi. j'aimerais ça avoir un pick-up C'est sûr. ou un tracteur, mais tu sais, bon, à Montréal, plus ou moins Bref. pratique. Mais tu vois l'idée. Fait qu'il y avait quand même une admiration de ces personnes-là. Puis j'étais vraiment content parce qu'il y a plusieurs des personnes qui sont venues au vernissage que j'ai photographié. Puis c'est probablement la première fois que ces gens-là, ils entraient dans un lieu dédié à l'art actuel. Et- C'est juste ça. J'ai quasiment envie de te faire un colleux. Garde-toi un petit gin, prends-toi une gorgée mais de c'est hot, si bon parce que qu'acide. c'est vrai que t'amènes le monde, tu sais, c'est capoté, là. Ça prend une autre dimension. Ben, ça, je trouve ça intéressant. Puis c'est pour ça que j'aime ça, sortir des lieux habituels de diffusion. J'ai des super belles histoires là, de On pourrait lieux de parler 4 heures. diffusion out. Là, tu sais, mais c'est intéressant quand l'art s'en va à la rencontre des gens parce que les gens, tu sais, à un moment donné, j'étais à Compton, c'est une exposition extérieure. Puis moi, j'exposais à côté du marché. Puis de l'autre bord du marché, c'est le foyer pour personnes âgées. Fait que toutes les personnes âgées de Compton, ils avaient leur petite marche dans le Mhm. parc où j'exposais pendant toute la semaine. Puis là, ils me posaient des questions.
Ah, que c'est ça, photo de tracteur, le monde, la ferme, là. C'est-tu la ferme à Monsieur Chose? Je dis, ben, Peut-être. peut-être. Fait que là, je leur expliquais mon projet, et cetera. Puis le soir du vernissage, c'est les personnes âgées que j'avais rencontrées toute la semaine qui faisaient mes médiateurs culturels puis qui expliquaient au monde qui était là, c'était quoi le projet. C'était malade. Et là, il y a une madame qui est venue me voir puis qui a dit, en tout cas, j'étais vraiment touché par votre projet, ça m'a beaucoup parlé, puis tout ça. Puis j'ai dit, ben madame, voyez-vous, vous ne seriez jamais allée dans une galerie dédiée à l'art actuel. Vous avez l'impression que c'est pas pour vous. Mais là, parce que moi, je suis venu à C'était votre rencontre, dehors. vous vous rendez compte que Ça se peut. ça se peut, ça vous parle, et cetera. Puis elle en a pris ce qu'elle pouvait en prendre. Puis probablement quelqu'un qui a étudié en histoire de l'art, il a une lecture différente, mais ça n'a pas d'importance. Chacun a la lecture qu'il peut bien avoir. Absolument. Ça, je trouve ça important d'essayer d'aller le plus possible à la rencontre des gens. Des fois, on peut pas. Puis des fois aussi, ben, pour ton ego, c'est bien d'être diffusé dans un lieu dédié à ça. Pour être reconnu par tes pairs. Eh Puis oui, ça aide aussi à avoir des subventions. Fait que fair enough, ça fait partie de la game. ça fait partie de la game. Mais j'aime ça aussi quand ça sort des lieux traditionnels. Parce que toi-même, je t'annonce que, je sais pas si tu le sais, là, mais tu sors pas mal des lieux traditionnels. Juste en respirant, juste en vivant la vie. Hey, c'est capoté. Hey, incroyable. Ce soir, on a un record du monde, les amis. J'ai pas posé aucune question. T'en as plein des questions. Ouais, mais je n'ai pas posé. T'as rien posé, là, ça? Non, je t'ai demandé ta faisant, c'est parti. Ça te tente-tu de faire des petites Ouais. questions en rafale? Ouais. Sans réfléchir. Ouais. Quand tu fais de la faisance, Ouais. artistique, Ouais. réfléchi ou impulsif? Au moment de faire, plutôt impulsif, la réflexion, c'est avant ou après. Et voilà. Tu parlais de subvention. Quand tu fais une exposition ou quand tu te déplaces, là, tu s'en vas à l'autre bout du monde pour espionner des escargots et capturer le vent. Tu y vas-tu à ton prix ou à tout prix? Ça dépend. Parce que à tout prix, pas tout le temps. Tu sais, à un moment donné, Ah, un moment mais donné, à mon prix, disons que je suis rendu à un stade où je peux avoir un certain minimum. tu vas t'organiser avec. Mais Les après, deux. il y a plein d'affaires que je vais faire, là, puis c'est pas payant, puis je m'en fous parce que j'ai juste envie de le faire. Et voilà. Ça me dérange pas. Puis des fois, je vais donner des coups de pouce à du monde, puis ça, c'est comme juste bon pour le karma, puis tu sais, je vais pas charger, là, je vais passer 3-4 heures à aider quelqu'un, puis je m'en fous. Puis des fois, il y a des projets, dépendamment des contextes, qui sont pas payants, puis ça n'a pas d'importance. Mais des fois aussi, il y a comme des barèmes, puis il faut Ah ouais, respecter tu ça. t'adaptes à te respecter toi-même et respecter les autres. Ouais. C'est un Ben, tu sais, melting c'est pot. comme, tu sais, moi, j'ai connu l'époque en musique où, au début, on te donnait 50$ puis une caisse de bière, puis à un moment donné, on te chargeait 150$ pour le Pour louer doorman, la salle. Ouais. puis il fallait que tu loues la salle, puis on ne donnait plus de bière. Puis ça, c'est parce que les musiciens, ils voulaient tellement jouer qu'ils étaient prêts à n'importe quelle condition. Et voilà. Puis en art visuel, on n'est pas allé là-dedans. Puis il y a comme des conditions à la grandeur du Canada qui sont les mêmes pour tout le monde. Il faut respecter ça. That's it. Plan de carrière ou non? Un quoi? Un plan de carrière ou non? Un plan de carrière? T'avais-tu, toi, quand tu voulais être un artiste, tu sais, Non. tu penses pas. Non. Toi, tu vas avec ce qui se passe. On fait ça, ce fois-là, ça se termine. On a un projet, ça se termine, on fait là. Alors, Tu sais, t'es-tu cap... non, un plan, ça sert à rien. Déjà. Non, un plan, ça sert à rien. À la limite, tu peux avoir une stratégie. Une stratégie, c'est prévoir les imprévus puis dire, OK, s'il arrive ça, qu'est-ce que je fais, etc. Mais un plan, le problème, c'est qu'un plan, ça se passe jamais comme tu as Et planifié. voilà. Tu connais-tu quelqu'un que sa vie s'est passée comme il avait prévu quand il avait 20 ans? Non, heureusement. Tu veux-tu vraiment que ta vie ressemble à ce que tu Non, voulais je quand pense tu avais pas, 20 ans? Non. Je Moi pense pas, en tout cas, je pense pas. OK, puis quand tu crées des choses, quand tu pars des projets artistiques, c'est pour te faire plaisir à toi au départ ou c'est pour les autres? Ah, je fais rien pour les autres. C'est toi. Non, si tu essaies C'est de pas faire de plaisir l'égoïsme. aux autres, tu vas rien. Non, c'est pas une question d'égoïsme, Non. c'est que si tu fais plaisir aux autres, ça marche juste pas. Tu fais pas les choses pour faire plaisir aux autres, tu fais les choses parce qu'elles sont importantes pour toi. Puis, en fait, ça finit par faire plaisir aux autres. Mais si tu essaies de faire plaisir aux autres, il y a des chances que J'avoue. ça, il y a un fail. Puis tu te rends compte, as-tu, tu sais, t'es très dans l'art, le kit, mais as-tu une fibre entrepreneuriale? Tu sais, ton grand-père, ta ferme, tes parents, tu pars des projets. Tu pars beaucoup de projets, man. Ouais, la question de l'entrepreneuriat, là, je suis un peu ambivalent parce que, tu sais, dans les faits, là, je serais malhonnête de dire non, parce que je Mhm. le fais, parce que je fais des moves qui vont être bons pour ma carrière, pour m'aider à pouvoir faire des projets.
C'est pas tant que je veux du succès, c'est que je veux juste avoir les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je veux juste m'organiser pour continuer de pouvoir un lundi après-midi de prendre mon charme, d'aller faire du drone au milieu de la campagne. Fait que pour ça, je fais des moves qui consistent à soigner mon image publique via mes réseaux sociaux, ce genre de choses-là. Puis je vais essayer d'avoir des expos ou des choses tu sais, qui vont aider à ça. Fait que Ah oui, ouais, je travaille comme un entrepreneur, puis à côté de ça, ben, il y a aussi tout l'aspect business de gérer ma comptabilité, ces affaires-là, whatever. Tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. OK? Donc, la réalité, c'est oui. Mais après, moi, j'ai envie de dire, ben non, les artistes, c'est pas des entrepreneurs, c'est tout de la merde, ça, voyons. Mais T'es comme oui, ben c'est drôle parce que c'est pas je te si pose vrai la que ça. question, puis je la pose que je me fais poser la question. Parce que le monde, il voit que je fais beaucoup de choses, et j'entreprends des affaires. Mais moi, j'ai la même réponse que toi. Mais j'en reviens à l'affaire de la ferme, là. Tu sais, les agriculteurs, là, c'est des gens qui ont des super grosses business avec des super gros chiffres d'affaires pour finalement des salaires de crève-faim, mais ça reste quand même des gens qui gèrent des très grosses opérations complexes. Donc, c'est des entrepreneurs, mais il n'y a personne qui se voit comme un entrepreneur Hmm, là-dedans. En tout cas, c'est des peut-être faiseux. quelques-uns, mais pas tant. Tu sais, c'est un peu par la force des choses, mais les artistes, il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs parce que tu n'as pas le choix de travailleur autonome, puis à un Mhm. moment donné, il faut que les choses se passent. Mais tu sais, tout le vocable d'artiste entrepreneur, puis tout ça qui est mis de Bof. l'avant ces temps-ci, Bof. ça me Ouais. fait. En fait, c'est juste que ça m'intéresse pas tant. Tu sais, moi, j'aime mieux aller gosser dans le bois ou dans les champs ou whatever. Tu sais, ça peut être dans un studio, n'importe où qui est le fun, mais plus que. Les affaires d'entrepreneuriat, c'est pas le fun à faire. C'est comme on est pris avec ça parce qu'il faut. That's it. Hey, excuse-moi, je vais intervenir parce que je connais un public ici, le public ici. Tantôt, Jean-Marc, là, qui t'a parlé, Sius, parce qu'il est impliqué beaucoup, c'est au niveau, on peut te dire, au niveau de la nourriture. Prends. Merci. Oui, Explique un peu. l'alimentation locale. C'est l'organisation c'est plus le côté culinaire, la bouffe, la restauration. C'est ça le Oui. projet un peu? Ben, à vrai dire, ce qui m'interpelle, c'est d'acheter local pour améliorer la qualité. Et même dans les grosses organisations, de démontrer que c'est possible de le faire. En luttant contre le gaspillage, tu vas dégager les budgets qui vont te permettre d'acheter local parce que les gens vont te dire que ça coûte plus cher. Pas vraiment. Le budget, tu le jettes dans les poubelles sans réfléchir par des habitudes. Quand tu te mets à agir autrement, tu augmentes la qualité, la saisonnalité. Comme la saisonnalité, on l'a oublié, tellement qu'on est conditionné par une espèce d'abondance. On finit par oublier qu'il y a des saisons, nous-mêmes. Incroyable. Alors qu'il faut revenir à la source de ce qu'on était jadis. On a mangé des légumes racines, puis on a grandi, on était heureux. Pourquoi que maintenant, l'hiver, on refuse d'en manger? C'est comme quelque chose, Complètement. un retour aux sources. Là. Ben moi, je peux rien que dire oui à tout ça, là. Ne serait-ce que parce que mes parents, c'est encore ça qu'ils font, là. Ma mère, elle achète très peu de légumes parce que l'hiver, ben, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des légumes racines qu'ils ont gardés dans la cave, dans la chambre froide. Ils vont manger de la choucroute. Ils vont manger toutes sortes de légumes qu'ils ont conservés durant l'été, que ce soit via le séchage ou la congélation ou whatever. Puis ils sont en grande partie autosuffisants. La question du gaspillage, on sait qu'actuellement, entre 30 et 50 de la nourriture produite au niveau mondial est gaspillée. Donc, quand on me dit qu'il faut avoir des OGM pour être capable de nourrir le monde, c'est de la bouffonnerie. C'est comme quand on parle de toutes les formes d'agriculture qui ont innové. Donc, à une époque, c'était les pesticides, après ça, c'était les OGM, maintenant, c'est l'agriculture numérique. On dit que toutes ces choses-là, c'est pour nourrir les gens. C'est pas pour nourrir les gens, c'est pour faire le plein des poches des actionnaires. La réalité, c'est ça. Si on voulait s'attaquer au vrai problème, effectivement, ça impliquerait de manger différemment parce que le gaspillage, pourquoi il est là? Mais parce qu'on veut absolument avoir de la laitue et des fraises qui arrivent du Mexique, puis qu'au bout de 7 jours de transport, ben, il n'y a plus tant de marge que ça sur quand est-ce que ça va être frais ou pas. C'est des choix de société. Ça revient à ce que vous disiez, c'est qu'à un moment donné, c'est des choix de société à faire. Puis le coût, il est très relatif parce que le coût de dire, tu sais, par exemple, là, le coût de dire, ben moi, là, je vais commander sur Amazon parce que ça coûte moins cher. Mais qu'est-ce que ça fait pour les commerces locaux? Qu'est-ce que ça fait la journée que tu as besoin d'un commerce local puis qu'ils ont tous fermé? Tu sais, on regarde les centres-villes. Là, moi, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas encore fait de projet là-dessus, mais
Ça me fascine à quel point les centres-villes au Québec ont disparu au profit de ces épouvantables boulevards remplis de Walmart, puis des Canadian Tire, Il y a puis un boulevard les quincailleries Il y locales, a un puis tous boulevard les Tachereau dans commerces toutes les villes du locaux. Québec. Mais c'est ça, Ouais. partout, tu sais, dans toutes les villes. Puis il y a peu de centre-ville. On parlait du centre-ville d'Alma où on avait manifesté. Le centre-ville d'Alma, ces temps-ci, c'est d'une tristesse incroyable. Il y a plein de commerces qui sont fermés. Le gros centre commercial qu'il y avait au centre-ville, la dernière fois que je suis allé là, ça faisait peur. C'était tellement glauque. Tu sais, mais pourquoi? Parce que les gens, ils veulent économiser un peu. Mais c'est quoi le coût social de ça? C'est quoi le coût social que ça a comme impact sur les gens qui habitent là, les gens qui travaillaient là? Fait que, tu sais, on peut bien commander chez Amazon parce que ça coûte moins cher, mais en bout de ligne, quand les gens autour de nous, ils n'auront pas de revenus à cause des choix qu'on a faits, bien ça, socialement, ça va avoir un coût à plein de Absolument. niveaux. Fait que c'est beaucoup des questions de choix plus que des questions de coût. Absolument. Bon, ben, hey, on a battu notre record de longévité. Mais c'est pas à cause que c'est plate, là, c'est fascinant. Mériole, je pense qu'il va y avoir un Mériole 2 peut-être en saison 2. On reprendra parce que d'ici ce temps-là, ouais, parce que moi je suis parti là. D'ici ce temps-là, de toute façon, vous me saurez confirmer, demoiselle, que d'ici un an, il va y avoir 14 projets en cours, puis il va être partout, il va être à dos d'ours, à quelque part, dans un bois, en train de capturer du miel. Et voilà. Hey, mais check bien ça, quelle conclusion de feu que tu viens de faire, parce que tout ce que tu viens de dire, là, faire des choses, c'est quoi tu disais? Ça marche ou j'apprends? Ça fonctionne? Soit tu as du fun, soit tu apprends. Bon, Dans les deux cas, c'est bien. c'est exactement la vocation de l'endroit dans lequel nous sommes. Je reviens toujours à ça. On le fait, c'est le slogan ici. Puis tu l'as senti hein, quand tu rentres ici, avoue qu'il se passe de quoi. Ah ouais. C'est un lieu est quand même. C'est un lieu incroyable. Fait que on va vous laisser là-dessus. Puis ça sent le retour parce que mon Mériole, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment. Hey, merci, vraiment. Merci vraiment. pour l'invitation. Merci à tout le monde, Alex, JP, la gang. Merci à tout le monde. C'est fantastique, on est heureux. Puis on va se laisser là-dessus.